Non, lui, c'est mon technique. Bien, alors, bonjour. Nous... Bien, alors, bonjour. Nous commençons ce webinaire qui est une première pour l'Université de Conakry et dont nous nous battrons à ce que cela continue dans le cadre de la vulgarisation de la science, de la dermatologie dans ce pays. Alors, avant de commencer, il faut d'abord remercier. Nous remercions tout le monde de se joindre cette semaine à notre webinaire. En effet, plusieurs dermatologues du monde entier travaillent quotidiennement pour mettre à jour les liens existants entre le COVID-19 et la peau. Alors, c'est dans ce cadre que Clinique dermatologique s'est associée à Africare pour présenter ce webinaire, dont je dis est la première, effectivement, pour l'Université de Conakry, même pour la Guinée. Alors, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien pour être dirigé sur ce webinaire. Alors, dans ce webinaire, nous parlerons des manifestations cutanées dues au COVID-19, mais aussi de la gestion de la crise COVID-19 suite à l'intervention de Dr Diawara qui viendra après moi. Alors, nous sommes très heureux et en même temps chanceux de la présence de Monsieur le recteur qui nous suit et cela vraiment nous conforte en plus d'un titre. Dans cette salle polyvalente de l'Université de Conakry, Dr Nabi, Ousmane, Sa et Dr Issega sont tous là pour suivre ce webinaire. Et nous remercions également la directrice de la bibliothèque Gamal de nous avoir permis d'avoir accès à cette salle. Et dans les prochains webinaires, nous ferons en sorte que nos maîtres, le professeur Luca, puissent aussi intervenir. On a déjà parlé. C'est vrai qu'il parle italien et anglais. On verra dans quelle mesure on pourra traduire tout ça en français pour que tout le monde puisse vraiment comprendre ce qu'il dit. Alors, le webinaire va être composé de deux parties. Il y aura d'abord une partie des conférences dont nous allons tenir avec le docteur Diawara. Et puis après, vous aurez 30 minutes, environ 30 minutes de questions que vous pouvez poser. On pourra débattre cela ensemble. Docteur Diawara, je le vois déjà, je pense qu'il est à la ligne. Docteur Diawara, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bien, alors. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends, oui.
Ouais, je ne sais pas si les autres m'entendent. Je suis Dr Gawara, je suis de la 45e promotion. Bah, je vais me présenter pour les autres qui ne me connaissent pas. C'est Dr Gawara, je suis de la 45e promotion. Je suis médecin guinéen, résident à Paris. Actuellement, je suis consultant en santé publique. Je travaille avec le groupe L'Oréal. En même temps, je suis fondateur de la startup africaine, donc, dont j'aurai l'occasion de vous en parler peut-être vers la fin. Et là, je travaille dans le cadre de la mise en place d'Africaine à Conakry avec Dr Traoré et Dr Labé pour essayer d'innover dans le domaine de la santé à Guinée. OK, merci, docteur Diawara. Alors, nous allons commencer ce webinaire par les signes cutanés du COVID-19. Je vais essayer de faire le partage d'écran pour permettre de voir ce qu'on va exposer là. Bien. Alors, ce webinaire a pour objectif de décrire les manifestations cutanées de la maladie COVID-19 pour une gestion efficace de cette pandémie. Parce que le COVID-19 entraîne une attaque multisystème. Donc là, et la peau n'est pas en reste. D'ailleurs, c'est une maladie virale. Le COVID-19 est une maladie infection causée par par le virus SARS-CoV-2 qui entraîne le syndrome respiratoire aigu sévère et qui affecte plusieurs organes du système. Alors, en dermatologie, il est normal que nous pensions aux manifestations cutanées du COVID. Vous savez, la dermatologie c'est pas une chose nouvelle que les virus provoquent des signes cutanés. Il y a plusieurs maladies virales qui provoquent des signes cutanés. La plus connue, c'est quoi? C'est le VIH-Sida, vous savez. Alors, à part le VIH-Sida, il y a le zoster, il y a donc plusieurs pathologies, plusieurs maladies virales, plusieurs virus causent effectivement des, 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 des atteintes cutanées. Donc, ce n'est pas du tout étrange en dermatologie qu'on s'intéresse à cela. Donc, cela est dû effectivement en dermatologie, on s'entend plus ou moins à la présence de ces signes. Alors, c'est pour cela que vraiment, il n'est pas étonnant, ce n'est pas étrange que le virus, que le SARS-CoV-2 entraîne effectivement des signes cutanés. Alors, parmi les participants, il n'y a pas que les dermatologues ici, il y a des généralistes, il y a des médecins d'autres domaines, il y a aussi des patients, des patients qui vont suivre cela. Donc, nous allons adopter une classification plus simple, plus compréhensible, pour que l'ensemble puisse comprendre. Parce que il faut faire en sorte que le message passe. Et pour que le message passe, il faut vraiment que les choses soient le plus simples que possible. Donc, c'est ce que nous allons nous efforcer à faire, c'est de classifier ces signes cutanés-là le plus simple que possible. Alors, il y a un algorithme qui est là, qui est très simple, dont on va un peu expliquer. Alors, ça, c'est l'algorithme de classification des éruptions cutanées dues au COVID-19. Alors, lorsqu'il y a un patient qui souffre de COVID-19, il y a une éruption au niveau de sa peau. En recevant ce patient, le médecin doit rechercher sur ce patient les vésicules et les croûtes. Alors, c'est quoi les vésicules? Les vésicules, c'est des boutons, en termes plus simples, c'est des boutons qui sont remplis de liquide. Les boutons remplis de liquide en dermatologie sont appelés vésicules. Alors, ces boutons sont différents des papules. Dans les vésicules, il y a vraiment du liquide à l'intérieur. Je vais vous en montrer certains là, vous allez voir. Les vésicules, OK, voilà. Voici, par exemple, OK.
Ok, je vais vous montrer ces vésicules pour que vous puissiez comprendre effectivement à quoi ça ressemble, à quoi ça représente. Allez voir tout de suite là ces lésions. Voilà, ça c'est les vésicules. Vous voyez, ça c'est la forme des vésicules, c'est des petits boutons qui sont là. Mais à l'intérieur de quels boutons, il y a un liquide qui est là. Voici c'est les vésicules. Donc, lorsque effectivement un médecin reçoit un patient, ou alors un patient arrive avec une éruption cutanée due au COVID-19, la première chose à faire, c'est de rechercher les vésicules ou les croûtes. Alors, lorsque vous recherchez ces vésicules ou ces croûtes-là, lorsque effectivement les vésicules ou les croûtes sont présentes, là, en ce moment-là, on dit que c'est une éruption vésiculaire. C'est-à-dire que c'est très simple à faire. Les médecins de première ligne, souvent, dans les soins de COVID, là, ne sont pas des dermatologues. Donc, il faut adapter une méthodologie qui pourrait être beaucoup plus simple pour eux. Alors, lorsque un patient est reçu avec éruption cutanée, la première chose à faire, c'est d'abord de voir d'abord toute la surface de son corps s'il n'y a pas de vésicule ou de croûte. Alors, si les vésicules et les croûtes sont présents, on dit que c'est quoi? Que c'est une éruption vésiculaire. Maintenant, lorsque maintenant il n'y a pas de vésicule, il n'y a pas de croûte, on essaie maintenant de voir effectivement est-ce que la lésion blanchit ou pas. Le blanchiment des lésions, c'est quoi? Il s'agit d'appuyer fermement la main sur la surface. Je vais vous montrer un exemple là, vous allez voir. Un exemple de blanchiment. Voilà, vous voyez ça, par exemple, ce schéma-là. Hein, ce patient-là est positif au COVID. Alors, sur son corps, il n'avait pas de vésicule, il n'avait pas de croûte. Alors, lorsque cette condition est remplie, il faut maintenant vérifier est-ce que la lésion blanchit à la pression ou pas. C'est-à-dire qu'on appuie sur les lésions sur la surface pour voir s'il blanchit ou pas. Alors, vous voyez ici, on a ici appuyé par la main et vous voyez vous-même que ça blanchit. Là, ça blanchit, oui, non, ça blanchit. Et alors, lorsque c'est le cas, lorsqu'effectivement la lésion disparaît sous l'effet de la pression, lorsqu'il y a blanchiment, là, il y a deux cas possibles. Il y a deux cas à distinguer. Alors, le premier cas, c'est de voir aussi la présence des WIS. Bon, les WIS en français, je ne sais pas dire. Je ne sais pas quel est le nom. En anglais, quand même, c'est WIS. Et puis aussi en italien, c'est le ponfo. Mais ce n'est pas des papules, parce que c'est souvent les erreurs que les gens font. Ils confondent tout ça aux papules, mais ce ne sont pas des papules. Je vais vous montrer un peu ces WIS-là. Il s'agit d'un processus inflammatoire qui va entraîner de l'eau voilà, voyez là. Vous voyez un peu la partie qui est foncée là. C'est bien foncé ici, vous voyez. OK. On va prendre le laser. Voilà. Vous voyez là. Vous voyez, hein? Ces parties-là sont un peu plus foncées que l'os de la peau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'œdème dermique qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une vasodilatation qui s'accompagne d'une perméabilité vasculaire qui fait que l'eau entre dans l'œdème et ce qui crée cela. Et c'est souvent ce qu'on voit souvent au niveau de l'urticaire. Donc, là, c'est ce qu'on appelle le risque, qui est caractérisé par une entrée de l'eau au niveau du derme, et causée par quoi? Par une vasodilatation et puis aussi par une perméabilité vasculaire. Alors, donc, dès que alors, effectivement, lorsqu'il y a blanchiment, il faut voir effectivement est-ce qu'il y a ces lésions-là. Vous voyez là, hein, lorsqu'il y a blanchiment, il y a deux cas possibles. Soit effectivement, il y a la présence des vis et le démographisme. Bon, le démographisme, c'est quoi? C'est le graphisme au niveau du derme. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire quoi? De gratter le derme, la peau. Quand vous grattez la peau, il y a des papules linéaires ou alors suivant le sens du grattage qui survient. C'est souvent très, très fréquent au niveau du urticaire. Je vais vous dire quelque chose aussi. L'urticaire, le diagnostic est facile, hein, même
même le patient peut le savoir. En fait, les lésions ne durent pas plus de 24 heures. Et que lorsque les lésions, là, les, les, les vis là sortent, là, par exemple, regardez là, voici ici un exemple de démographisme. Hein? Ce patient-là est reçu, il est positif au COVID-19. Alors, nous avons constaté effectivement qu'il y a l'œdème dermique et l'urticaire a été posé, mais sur sa peau, on a écrit COVID, et voici ce COVID-là qui est là. Donc, il y a l'apparition de ces papules-là linéaires qui caractérisent ce qu'on appelle le démographisme et qui décrit vraiment l'urticaire. Donc, voici, je reviens plus sur le tableau parce que là, ça c'est notre fil. Alors, je reprends un patient avec l'éruption cutanée du COVID. Le médecin recherche d'abord les vésicules ou les côtes. Alors, lorsqu'il y a présence de vésicules, c'est des lésions qui sont des lésions, des boutons remplis de liquide. Lorsqu'il y a présence de vésicules, là, c'est quoi? C'est des lésions vésiculaires. Maintenant, lorsque les vésicules et les côtes sont absents, on essaie de voir maintenant le second critère qui est quoi? Qui est le blanchiment. Le blanchiment, ça veut dire quoi? Il s'agit d'appuyer fermement la lésion, d'appuyer fermement la main sur la lésion. Bon, ça peut être la main, ça peut être le doigt. L'important, c'est quoi? C'est que vraiment, après cet appui, on va constater effectivement le blanchiment des lésions. Alors, lorsqu'il y a blanchiment des lésions, là aussi, il y a deux cas possibles. Soit vraiment, c'est une éruption urticarienne, c'est de l'urticaire. Là, en ce moment-là, il y a la présence c'est pas des ponphos, huiles et le démographisme. Ou alors, maintenant, si ces deux-là sont absents, c'est que les huiles sont absents et le démographisme sont aussi absents, et là, en ce moment-là, on parlera d'éruption érythémateuse. L'érythème, c'est quoi? En termes plus simples, c'est la rougeur. Quand on dit en dermatologie érythème, l'érythème veut dire rougeur, ça veut dire que la pâte est rouge. Donc, là, en ce moment-là, vous verrez que le patient a la peau qui est rouge. Je vais vous montrer un peu certaines lésions érythémateuses, qui peut être morbilliforme, qui peut être... Voilà, toujours, ça c'est toujours l'urticaire. Hein? Voilà, toujours, voyez un peu, non, hein? C'est un peu différent des papules. Voilà, voyez. Voilà. C'est ce qu'on doit faire. Voyez le schéma là, c'est ce qu'on doit faire normalement quand on reçoit quelqu'un qui a l'urticaire. Hein? Vous marquez la lésion. Il rentre à la maison. 24 heures après, s'il revient, vous verrez que la lésion là n'est plus ici. Vous verrez que ces lésions-là ont disparu et que ce sont ailleurs. C'est un peu une des caractéristiques. Ces lésions-là ne restent jamais plus de 24 heures. Alors, nous allons montrer des éruptions érythémateuses. Voilà, voici comme ici un exemple d'éruption érythémateuse. La peau apparaît rouge. Donc, ça, c'est effectivement, la peau apparaît rouge, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de démographisme. Donc, ça, en ce moment-là, on va appeler ces patients-là vont être classés au niveau compte des éruptions érythémateuses. Alors, lorsque je reviens encore toujours au schéma, c'est ce qui va nous guider tout au long de ces exposés. Bien, alors, donc, j'ai reçu le patient, j'ai vérifié, il y a des croûtes, j'ai classé ce patient au compte des éruptions, au compte des patients souffrant d'éruption vésiculaire. Alors, il n'y a pas de vésicule, il n'y a pas de croûte. J'ai vérifié le blanchiment. Alors, effectivement, je vois qu'il y a blanchiment. Il y a blanchiment, donc il peut être soit de l'urticaire ou alors de l'érythème. Alors, il est urticaire lorsqu'effectivement il y a le huissier et le démographisme, et il est érythémateuse lorsqu'effectivement ces deux sont absents. Alors, maintenant, supposons maintenant que je mette la pression, j'appuie OK, alors maintenant, supposons maintenant que j'appuie et qu'il n'y ait pas de disparition de lésion et qu'il n'y ait pas de blancheur, comme ici. Voici, là, par exemple, voici une lésion qui est là. On a appuyé, mais là, la lésion n'a pas disparu. On a appuyé, mais il n'y a pas de blancheur. Là, en ce moment-là, ces lésions-là sont classées
seront soit ces trois types-là. Soit, s'il est généralisé, c'est une éruption avec pétéchie. Si s'il est acral, acral veut dire quoi? S'il affecte les mains, les pieds, le coude ou les genoux, là, en ce moment, c'est une ischémie acrale. Ou alors, si c'est un modèle vasculaire, réticulé, là, il appartient au sous-type réticulaire et qui apparaît sous forme de filet. Alors, nous allons montrer ces différents types de lésions. Voici, là, par exemple, c'est une lésion qui ne disparaît pas sous l'action de la pression, donc par conséquent, il ne blanchit pas. Donc, ça, il appartient au groupe des éruptions avec pétéchie. Donc, c'est ce qu'on appelle le purpura. Bon, en termes de c'est purpura, mais pour être un peu plus simple, on va dire quoi? Disons simplement éruption avec pétéchie. Alors, bon, là, c'est la voie acrale. Ça, c'est une ischémie acrale qui est là. Vous savez, ça ressemble un peu aux gingivures. Les gingivures, c'est quoi? Ils sont dus souvent au froid. Il est caractérisé par un manque de circulation du sang au niveau de ces parties-là, ce qui fait que la couleur est quitte du violet au rouge. Si vous voyez même, on va monter des schémas beaucoup plus faciles à voir. Voilà, voici. Tout ça là, ce sont des gingivures. Et puis, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas d'ischémie acrale qui ont été apportés chez des patients souffrant de COVID-19. Donc, plusieurs cas ont été apportés. Et vous savez, on s'est rendu compte que le virus, que le SARS-CoV aussi fait aussi une attaque endothéliale. Donc, par conséquent, il est endothélialement actif. Donc, ce qui fait qu'effectivement, nous rencontrons ces différents signes qui s'apparentent vraiment à de l'ischémie. On appelle ça l'ischémie acrale. Vous voyez, hein, ça, c'est la même chose. Bon, le traitement est simple. Hein. Le traitement est très simple. Mais c'est que, au fait, l'apparition de ces signes-là amène un changement dans la conduite dermatologique. Avant, par exemple, lorsqu'on voyait des patients qui souffraient de cela, il y a une conduite à tenir. On ne demandait pas plusieurs choses. Il y avait pratiquement des examens à faire, c'est des examens ANA. Voilà. Mais maintenant, là, à partir du moment où on se rend compte effectivement que chez les gens qui ont le COVID-19, ça apparaît, là, en ce moment, ça change tout. Ça veut dire que dans le bilan maintenant, dans le bilan que ces patients-là doivent subir, il faut vraiment que le PCR fasse partie. Pourquoi? Parce que plusieurs cas ont été apportés. Et j'oubliais même de signaler, environ 20% des patients souffrant de COVID-19 font des manifestations cutanées. Donc, vous voyez un peu la proportion. C'est-à-dire qu'un patient sur 5, quand vous avez lorsqu'il y a 5 patients souffrant de COVID, un patient manifeste des signes cutanés. Donc, ça vous dit combien de fois il est vraiment intéressant de savoir ces signes cutanés, de connaître ces signes et de savoir la conduite à tenir. Alors, vous voyez encore tout ça là, c'est des gingivures. En plus, normalement, il apparaît souvent sous l'effet de froid. Alors, mais aussi, chez certains patients aussi souffrant de pathologies auto-immunes comme le lupus, on les voit encore chez ces patients-là. Mais bon, comme je vous dis, ce n'a pas été étonnant qu'on découvre ces signes cutanés au niveau de COVID. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a déjà les signes au niveau de la peau dus au virus ne sont pas étranges. C'est pas une première fois. C'est plusieurs pathologies cutanées, plusieurs pathologies virales sont souvent sièges de pathologie. Alors, donc on continue toujours sur ces lésions acrales qu'on appelle encore ischémie acrale. Alors, bien, la machine est un peu plantée là. Ok, voilà, c'est bon, on continue. Donc, voici tout ça. Acral veut dire, bon, d'accord, bien sûr, on est en train de montrer les orteils, mais il faut savoir que ça peut aussi atteindre aussi ça peut aussi atteindre aussi les mains. Et le traitement est simple, hein, c'est les démocritiques qu'on donne suivant le degré. Bon,
Bon, mais aussi le traitement va dépendre aussi des bilans qu'on fait là et qui conditionnera vraiment la prise en charge. Donc, vous voyez, tout ça là. Ça, il y a plusieurs cas comme ça ont été apportés dans des cas d'études effectués en Espagne, en France, en Chine. Donc, voilà, tout ça, ce sont des engelures qui sont fréquentes effectivement lorsqu'il fait froid, et c'est les caractérisés par quoi? Par une faible circulation sanguine. Fait que, au fait, quoi, ce n'est pas l'érythème, ça. La couleur n'est pas rouge, la couleur quitte du rouge au violet, ce qui fait que là, c'est qu'il y a ici une souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a une attaque endothéliale des virus qui empêche effectivement que le sang ne circule bien. Et puis, ça fait aussi mal, hein, ça accompagne par des douleurs. Et la plupart des patients souffrent. Et j'ai oublié aussi de préciser quelque chose. Les signes que nous sommes en train de montrer là, la plupart de ces signes-là n'ont aucune corrélation avec la gravité de la maladie. Au fait, il n'est pas dit que forcément il faut que la maladie soit à un stade grave pour que les signes apparaissent. Les signes peuvent même ici annoncer, il peut même ici annoncer le Covid. Ça veut dire que c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que maintenant, là, quand on va voir, même ici l'urticaire, lorsqu'un patient fait maintenant l'urticaire, vraiment, on va lui faire un PCR pour voir s'il n'a pas le Covid. L'avantage, c'est quoi? C'est que ces signes que nous sommes en train de dire là ne sont pas spécifiques au Covid. Au fait, ces signes-là se retrouvent encore dans d'autres pathologies cutanées, dans d'autres maladies cutanées, dans d'autres affections cutanées. C'est vrai. Mais le Covid aussi vient aussi s'ajouter à la liste des diagnostics différentiels. Donc là, je dis que pour toutes ces pathologies, il vaut mieux revoir le PCR pour au moins éliminer le Covid. Donc, tout cela, ce sont des engelures qui apparaissent souvent au niveau des patients COVID-19 et qu'on appelle encore les ischémies acrales. Voilà, donc, voyez, ça c'est, ça paraît, ça c'est vraiment 30, ça c'est très franc, ça paraît violet, ce n'est pas du tout rouge. Et vous savez que la couleur violet, en médecine, indique vraiment clairement l'ischémie. Donc, c'est de l'ischémie acrale. Docteur, je me permets, docteur, excusez-moi. Allô? Oui, docteur Gawara. Allô? Oui. Je me permets, excusez-moi de vous couper la parole, mais en fait, j'avais une question parce que quand je vois un peu votre présentation, c'est tellement important. Mais est-ce que depuis le début du Covid en Guinée, vous avez eu, par exemple, des malades qui vous ont contacté pour ces genres de lésions, par exemple? Comment vous arrivez à traiter ces cas? Est-ce que ces cas des malades qui vous ont contacté pour des problèmes de lésions, d'érythème, est-ce qu'il y a une corrélation entre ça et le Covid? Parce que comme aujourd'hui, on a le virus circule en Guinée, et bien évidemment que, par exemple, des problèmes dermatologiques ont été soulevés dans beaucoup d'études par des organisations, des dermatologues un peu partout aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été mis il y a eu des malades ou, par exemple, des personnes présentant des érythèmes blancs ont eu à accéder à des tests pour savoir s'ils ont contracté le virus ou pas? Bien, alors, merci pour la question. D'abord, je précise que ce n'était pas l'heure des questions, mais on peut quand même répondre. C'est très pertinent. Et je vois aussi qu'il y a d'autres qui lèvent la main là. Il y a Dr. P qui lève sa main. Ne soyez pas pressés. On aura 30 minutes de questions et je vous promets et qu'on va tout débattre. Alors, maintenant, pour répondre à ta question, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré un patient. Je ne l'ai pas vu en tant que tel. Je l'ai vu au téléphone. Il m'a envoyé ses lésions. Ce patient-là, je vous le dis, il avait des doutes sur lui. Il est parti faire son test de PCR. Alors, il va faire son test de PCR et il rentre chez lui. On laisse rentrer à la maison. On ne l'appelle plus. Pendant une semaine, on ne l'appelle pas. Pendant 10 jours, on ne l'appelle pas. Mais il voyait que les signes persistent. Moi, il m'appelait et je gérais ça à distance. Alors, maintenant, après 10 jours, comme il voyait que on ne l'appelait pas, on ne disait plus rien. Alors, lui-même, il est parti et il a menacé. Il est parti là-bas. Vous voyez, c'est très grave qu'on fasse des tests aux gens et qu'on laisse rentrer. Alors, lui-même, il s'est déplacé. Il est parti là. Il est parti là où il a fait le test. Il est parti menacé. Et c'est le jour-là qu'on a dit qu'il est positif, après 10 jours. Alors, ce patient, effectivement, il m'a envoyé sa photo. Je laisse sa photo ici avec moi. Effectivement, ce patient souffrait de douleurs à peu près comme ça, mais au niveau du cuir chevelu. Il me disait qu'il avait très mal.
Mais quand on voyait sa peau un peu noire, je n'ai pas inséré cela ici, mais je crois que je vais essayer d'ajouter ça avant de mettre en ligne. Alors, il me dit, il avait très mal au cuir chevelu, ça lui faisait mal et ça apparaissait rouge. Vous savez, l'érythème sur la peau noire est un peu différent de la peau blanche. Hein. La peau blanche, c'est très facile à connaître. La peau noire, il faut être habitué pour savoir. Mais ce patient-là, des fois même, il ne dormait pas à cause de ces douleurs-là. Donc, effectivement, ici, il n'y a pas, plusieurs patients ne m'ont pas encore contacté pour cela, mais il y a un patient quand même, il y a un qui m'a contacté pour certains de ces signes comme ça. Un de deux, moi, je crois que ces signes-là que nous sommes en train de voir, même aussi en Guinée, chez nous, on doit vraiment pouvoir suivre cela. Mais bon, vous savez, quand on n'est pas dans les lieux qui décident, c'est compliqué. Mais sinon, vraiment, ça, c'est patient parce que je vous dis qu'un patient sur 5 atteint le Covid manifeste des signes cutanés. Donc, en principe, on devait mettre ici une base de données au niveau de, pour la Guinée, par exemple, une base de données où tous les cas dermatologiques signalés dans les différents centres seront vraiment relayés. Mais si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Donc, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Et c'est même le type de ce webinaire. C'est pour vraiment attirer l'attention de tout un chacun qu'effectivement, des patients souffrant de Covid sont susceptibles de manifester des signes cutanés qu'on doit prendre en charge. Maintenant, on continue. C'est bon, maintenant, on peut aller maintenant. Hein, on continue. Oui, c'est bon. Ok, merci. Alors, maintenant, les autres, là, s'il y a des questions, attendez, à la fin, vous aurez tout le temps de poser des questions. Donc, d'abord, un peu dérouler ces photos, parce que la dermatologie se base sur les photos, la vue. Les lésions, il faut les voir pour les interpréter. Si on ne les voit pas, on ne les interprétera pas. Voyez, donc, là aussi, c'est la même chose. Hein, c'est de leucémie acrale qui apparaît. Voilà, ben, là, sont les lésions vésiculaires. J'ai dit que lorsque vous recevez, je sais que la plupart ici sont des médecins. Alors, je sais, lorsque vous recevez un patient de COVID-19, ou alors vous êtes vraiment dans les soins intensifs, dans la prise en charge de ces patients, quand vous les recevez, cherchez d'abord deux choses. Cherchez, est-ce qu'il y a des vésicules, est-ce qu'il y a des croûtes? Alors, s'il y a des vésicules, ça, c'est des éruptions vésiculaires. Voici l'exemple qui est là. Ici, on ne parlera pas de ticket, on ne parlera pas d'éruption érythémateuse, on ne parlera pas de pupilla, on ne parlera pas d'ischémie. Là, c'est simplement des lésions vésiculaires qui sont caractérisées par la présence de liquide dans les boutons. Donc, ça, c'est des lésions vésiculaires que j'ai montré déjà sur le schéma. Voilà, ça, c'est la même chose, c'est tout vésiculaire. Alors, ça, c'est maintenant les éruptions urticariennes dont j'ai dit tout de suite. Là, bon, j'ai dit que je n'ai pas trouvé l'équivalent de cela en français. Hein. En anglais, c'est vis, et puis en italien, c'est ponfo. Bon, en français, j'ai tendance à dire que ce n'est des papules, mais ce n'est pas des papules parce que les papules et les lésions là n'ont pas les mêmes processus de formation. Donc là, on ne peut pas l'appeler papules, mais c'est des lésions comme ça. Là, c'est vraiment de l'eau qui est dans le derme. L'eau là, pourquoi l'eau est dans le derme? Pourquoi? Parce que l'urticaire, c'est un processus inflammatoire caractérisé par une inflammation. Donc, il y a une vasodilatation et une perméabilité des capillaires qui fait que l'eau entre dans la peau. Et même le patient à la maison peut s'en rendre compte. Hein. Il suffit simplement de regarder ces lésions, de les marquer. Hein, marquer les lésions et c'est pas remarquer les lésions encore 24 heures après, vous trouvez que la position a changé. Ces lésions qui apparaissent, qui disparaissent, qui ne vont jamais plus d'un jour au niveau sur le même site. Donc, ça, c'est les lésions italiennes, effectivement. Ça, c'est ceux qui blanchissent. Hein. C'est les lésions qui blanchissent, effectivement, par suite de pression et aussi qui sont aussi caractérisées par aussi le démographisme. OK, donc ça, c'est, voilà, voici par exemple ici, là, ça, c'est un exemple de démographisme. Voici un patient dont on a gratté la peau, qui a atteint d'urticaire, on a gratté sa peau. Voici la ligne là qui apparaît ici. C'est cette ligne-là qu'on appelle démographisme. Et c'est une caractéristique vraiment des patients souffrant d'urticaire. Alors, ça, c'est la même chose. Voici toujours la même chose. Il y a de l'œdème dermique qui est là et qui apparaît chez ces patients. Voilà, voici un exemple que j'ai déjà montré. Ça, ce patient-là, on a marqué sa lésion. Voici. Hein, il est marqué. Et quand il va rentrer ce patient, il va passer la nuit, il va revenir la nuit, vous verrez que ces lésions-là ne sont plus ici, ils vont disparaître
et ce sera ailleurs qu'on va les trouver. C'est un des caractéristiques vraiment de l'urticaire. Donc, tout cela, c'est la même chose, c'est de l'urticaire. Et aussi, pour ceux qui disaient aussi que les enfants, parce qu'il y avait fait une émission dans une radio, il y a quelqu'un qui m'a posé la question par rapport aux enfants. Je vous dis que les enfants sont bel et bien aussi, peuvent aussi être victimes aussi de COVID-19. C'est vrai que la proportion n'est pas comparable, c'est vrai, mais il faut les protéger, ces enfants, sinon vraiment, ils peuvent aussi manifester la maladie. Il y a des enfants des cas des enfants déjà malades de Covid ont été signalés, et même des cas des enfants manifestant des signes cutanés suite au Covid ont été aussi signalés. Alors, bon, maintenant, alors ça, il y a des éruptions maculo-papulaires. Bon, c'est toujours, vous voyez maintenant, papule, vous voyez, là, c'est maintenant maculo-papulaire. C'est que macule et papule. Macule, c'est quoi? C'est des lésions. Les macules, c'est la différence, quand vous voyez les macules sur la peau, quand vous touchez, on ne sent pas. C'est seulement la couleur. Les macules, c'est juste la couleur qui change. Soit la couleur devient plus foncée ou alors la couleur devient moins foncée. Exemple de maladie où on a des macules, exemple le psoriasis vésicolore, qu'on appelle cafali en sous-sous. Hein, le cafali est caractérisé par des macules, c'est des macules. Quand vous voyez les lésions là, quand vous touchez, vous ne sentez absolument rien, mais la couleur de la peau change. Donc là, la distinction entre macules et les lésions, c'est quoi? C'est juste la couleur. Soit la couleur devient plus foncée, ou alors la couleur devient alors moins foncée. Papules, c'est des lésions solides, des lésions des boutons solides, des boutons qui ont à l'intérieur un solide, un liquide. Lorsque c'est un liquide, ça devient. Lorsque c'est un liquide, ça devient vésicule. Et lorsque c'est. OK, ça marche. Alors, je dis que si c'est un liquide qui est trouvé à l'intérieur, c'est des vésicules. Alors, si c'est du pus qui est trouvé, c'est des pustules. Et si c'est un fluide qui est trouvé, c'est des papules. Et lorsque, au niveau de la peau, on ne peut pas distinguer, on ne peut pas, quand on touche, on ne sent pas. Juste ici, un changement de couleur qui intervient. Là, ce sont des macules. Alors, ça, c'est un exemple d'éruption maculo-papulaire. Donc, ça veut dire que là aussi, on peut aussi rencontrer ces éruptions-là au niveau de la peau. Vous voyez, ça, c'est maculo-papulaire, constitué de maculo-papulaire. Alors, exemple, il y a quoi? Il y a psoriasis rosée, qui est un exemple. Alors, il y a d'autres lésions qui sont beaucoup plus intéressantes. Voilà, voici, ça, c'est aussi notre lésion. Vous voyez ici, hein, lorsque des papules là sont groupées, comme ici qu'on appelle les plaques. Les plaques, c'est quoi? C'est un groupement de papules. Au fait, papule, c'est quand le diamètre est inférieur à 0,5 cm. Plaque, c'est quand le diamètre est supérieur à 0,5 cm. Ça, c'est des plaques. Alors, à part ça aussi, il y a aussi des patchs. Alors, les patchs, c'est lorsqu'effectivement, ce sont les macules. Les patchs, c'est lorsqu'effectivement, le diamètre des macules est supérieur à comme 0,5 cm. Donc, tout ça, c'est des lésions maculo-papulaires. Alors, en termes, c'est vrai que ceux qui ne sont pas dermatologues ça sera compliqué pour vous. Ce qui est simple, c'est quoi? C'est que vous pouvez vous-même évaluer ces patients. Je reprends. Lorsque vous rencontrez des patients qui ont un patient qui a le COVID-19 et qui a une éruption sur sa peau, vous devez faire une seule chose d'abord. Première chose à faire, rechercher sur sa peau les vésicules et les côtes. C'est la première chose à faire. Alors, lorsque les vésicules et les côtes sont présents, là, en ce moment-là, vous concluez que ce patient souffre d'une éruption vésiculaire. Voilà. Bien sûr que vous ne pouvez pas classer parce que vous n'avez pas fait des maths, mais vous pouvez au moins dire à ce stade, effectivement, qu'il souffre d'une éruption vésiculaire. Alors, maintenant, lorsque effectivement il n'y a pas de vésicule, il n'y a pas de côte, là, maintenant, vous voyez, est-ce que la lésion blanchit à la pression ou pas? Alors, donc là, vous appuyez sur les lésions. Lorsque le blanchissement survient, là, en ce moment-là, là aussi, il y a deux cas possibles. Et il peut être soit de l'urticaire, lorsqu'il y a des et le démographisme, ou alors il reste simplement une éruption érythémateuse, comme cette éruption-là qui est là. Voilà, voici une éruption érythémateuse. Ce patient est positif au COVID. Okay. Alors,
été reçu et la position au niveau des lésions n'a pas blanchi. Alors, non, la position a blanchi, effectivement, mais il n'y a pas d'hémographisme, il n'y a pas de vis. Alors, s'il n'y a pas d'hémographisme, il n'y a pas de vis, ça veut dire quoi que l'urticaire est éliminé déjà. Hein, l'urticaire est éliminé, donc ce patient-là souffre d'une éruption érythémateuse. Et précisément, c'est quoi d'un éthème métamorphe. Bon, ça, c'est langage dermatologique, mais pour le médecin de soins primaires, simplement dire que c'est une éruption n'est pas aussi mauvais. Voilà, pas aussi mauvais, c'est bien. Donc, on continue. Alors, bien, alors, ça, la même chose, ça, là aussi, c'est une éruption érythémateuse. Et la même chose, ça, c'est aussi métamorphe. Voyez un peu cette lésion-là. J'adore bien ces lésions-là. Voyez un peu, il a trois parties. Regardez un peu ça. Regardez, hein. Il y a trois parties. Il y a un point central qui est là. Alors, tout autour, c'est un peu plus clair. Et le centre là est bien foncé, vous voyez bien. Alors, un peu après ça, maintenant, il y a une zone qui vient qui est beaucoup plus claire que le centre. Après, maintenant, elle est maintenant couvert d'une autre surface qui est beaucoup plus. Oui, non, ce qu'on appelle ça, c'est l'exemple des émissions polymorphes, voilà, métamorphes, ces émissions-là sont ils sont caractéristiques de certaines pathologies en dermatologie, bien sûr. Alors, bon, ça ressemble à un érythème élévatum. Tout cela, ce sont des processus inflammatoires parce que le virus de SARS-CoV-2 entraîne des processus inflammatoires. Bon, ça, c'est les purpura. Les purpura, c'est, bon, c'est ce qu'on avait dit, ça va être des pétichis, des purpura. C'est des lésions, quand vous appuyez, ils ne blanchissent pas. Et ils sont souvent, c'est souvent dû à une attaque vasculaire. Donc là, c'est souvent les vaisseaux qui sont atteints. Alors, ça peut même aussi aller jusqu'à atteindre aussi les plaquettes, parce que c'est ceux-là qui sont impliqués dans la transfusion sanguine. Donc, c'est la même chose, ça c'est la purpura. Voilà, toujours la même chose, ça c'est des lésions pulpiques. Les purpura, c'est des lésions qui ne blanchissent pas, ils sont là, mais quand vous appuyez, ça ne blanchit pas à la pression. Voilà. Donc, c'est la même chose. Alors, donc, en un mot, je vais dire 36 minutes et Dr. Gao aussi doit intervenir. Alors, nous allons essayer de Dr. Gao intervenir et lorsqu'il y a, après, dans la phase des questions, on aura le temps de revenir sur les zones d'ombre et, voilà, et d'expliquer bien. Alors, Dr. Gao, voilà. Oui, mais moi, je ne sais pas si l'auditoire est d'accord avec moi. Les gens peuvent activer leur micro pour. C'était mieux de passer à la phase question avec vous pour ne pas que les gens perdent le fil. Ok, d'accord. Ne pas que les gens perdent. Non, pas plus. Je vais activer les micros. Qui veut? Si c'est possible. Ok, moi, je voulais poser une question, si c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, on vous écoute. Allô? Allô, oui. Ok, moi, c'est Dr. Mami Pegon. Oui, alors, dis-moi, c'est Dr. Mami Pegon là. Oui. Ma question est la suivante. Je voulais savoir s'il y a eu des études sur des manifestations dermatologiques autour du Covid-19. S'il y a eu des études sur ces manifestations. Je voulais que Dr. Traoré nous donne des résultats de ces études-là. Ce que j'ai compris, c'est comme si c'est des informations que vous avez, mais pratiquement dans les CTE ou bien soit dans les pays, pour le moment, il n'y a pas d'abord d'études. C'est si je prends le cas de la Guinée. Parce que le cas de la Guinée, selon vos explications, c'est des patients qui vous ont appelé pour se plaindre par rapport à certains signes. Mais je ne pense pas si actuellement, si l'ANS est en train d'étudier, ou soit s'il y a des études en cours en Guinée par rapport à des manifestations cliniques, par rapport aux manifestations dermatologiques au cours du Covid-19. Et s'il y a eu lieu hors de la Guinée, je voulais que Dr. Traoré nous donne quelques résultats par rapport à ça. C'est-à-dire, ok, en un mot des résultats. Je vous remercie. Ok, merci, docteur Mami. Effectivement, il y a eu des études, il y a eu des cas, il y a eu des études de cas que je vais vous montrer même maintenant, là, c'est des études. C'est des études, c'est des cas d'études. C'est qu'on appelle ça en anglais, les cas sérieux. Ça veut dire que c'est études de cas.
Alors, au fait, c'est quoi? Il y a eu des patients qui ont été suivis dans certains pays dans le monde, en Espagne, en Chine. J'ai montré certaines études, allez voir tout de suite là. Il n'y a pas eu d'étude de cohorte, non, il n'y a pas eu d'étude de... Vous voyez, par exemple, ça, c'est voyez, ça, c'est une étude qui a été effectuée et qui s'est passée en... OK. Cette étude-là a expliqué un peu une classification. La classification, il a classifié les maladies, les pathologies cutanées chez les patients avec COVID-19. Alors, c'était une rapide étude prospective. Prospective veut dire quoi? Les patients sont malades, ils sont COVID-19 et on suit l'évolution, on suit l'apparition des signes. C'est-à-dire que les signes sont venus sur le terrain. Donc, ça, c'est effectivement, ils ont essayé d'adopter une classification. Ça, je crois que ça s'est fait en avril 2020. Alors, ça, c'est en Espagne. Alors, à part ça aussi, il y a d'autres études que je vais vous montrer. En Guinée, d'accord, c'est évident qu'en Guinée, il n'y en a pas eu. Hein, la femme, il ne faut pas se mentir. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il aussi qu'on... Bon, il y a aussi une étude qui est très importante, qui a été faite par l'Académie américaine de dermatologie dans son journal. Et l'étude là, pratiquement, c'est l'une des dernières études parce qu'elle est apparue avant-hier, cette étude. Elle est apparue seulement avant-hier. Et ça, lui, il explique ici l'algorithme de classification de COVID-19. Ça, c'est avant-hier. Avant-hier que l'étude a été publiée. Et voyez, non, ça a été reçu le 15 avril 2020, mais ça a été publié le 19 avril 2020. Donc, il y a aussi d'autres études de mamie. Il y en a eu qui ont des études. C'est vrai qu'il n'y a pas d'études de cohorte. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'études de méta-analyse. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'études de cas témoins. Il n'y a pas eu ces études-là, c'est vrai, mais il y a eu quand même plusieurs études de cas série dessus. Alors, bon, ça, c'est par exemple, effectivement, l'atteinte des vaisseaux, des gros vaisseaux au niveau des sujets jeunes. Ça aussi, c'est une étude qui a été publiée au mois d'avril passé là. Donc, il y a encore d'autres études. Je peux vous en montrer. Et si vous en voulez même, je peux même voir à la fin comment est-ce que vous pouvez recevoir ça. Alors, ça, c'est aussi une autre étude, mais bon, ça, c'est basé sur l'hydroxychloroquine. Ça, c'est basé sur l'hydroxychloroquine. OK. Oui, docteur Mami, tu as un peu compris, non? Oui, j'ai un peu compris. Maintenant, ça veut comme vous dites que c'est des études cas, parce que je voulais savoir, par exemple, dans les manifestations dermatologiques au cours de COVID-19, quel est le tranche d'âge, soit c'est le sexe, c'est que le plus exposé. Plus touché. C'est ces paramètres, très bien, c'est le plus touché, c'est ces paramètres-là que je voulais réellement connaître un peu. Bon, c'est vrai que dans ces études-là, les jeunes paraissaient beaucoup plus touchés que les vieux. Hein. Mais bon, vous savez, ça, il faut faire attention. J'ai dit qu'il n'y a pas de corrélation hein, entre ces signes-là et la gravité de la maladie. Et vous savez, attends, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs virus, hein, il y a plusieurs virus, et la plupart de ces virus-là ont eu des mutations au niveau de la peau. Alors, c'est vrai que la tranche d'âge, c'est les jeunes qui sont plus atteints. Alors, sexe féminin et masculin, bon, là, vraiment, il n'y a pas eu encore de comparaison sur ça, parce que, comme je te dis, ça pose sur quelques centaines de patients et c'est des cas qu'on suit. Mais quand même, ici, il y a quand même quelque chose qui est quand même très, très remarquable, c'est que dans les résultats, quand même, hein, les engelures, là, les ischémies acrales, là, sont les plus fréquentes, comme c'est vrai. Hein, les autres, là, sont un peu moins, mais les ischémies acrales, il y a beaucoup de cas d'ischémie acrale, il y a beaucoup de cas d'engelures qui ont été vraiment, c'est pas rapporté. Même maintenant, là, il y a l'Académie américaine de dermatologie qui a ouvert ici un registre, et dans le registre, les dermatologues du monde sont appelés à chaque fois à publier les cas d'hématose c'est par rencontrer chez les patients. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est que effectivement, il y a des manifestations cutanées du COVID-19 qui existent. Un, de deux,
ces infections cutanées ne sont pas spécifiques au COVID-19. Troisièmement, ces signes cutanés peuvent soit annoncer le COVID-19 ou alors survenir pendant le COVID-19. Et quatrièmement, dans notre partie maintenant, dans notre partie dermatologique d'après Covid, on serait maintenant obligé, chaque fois qu'on recevrait un patient qui présente ici là, un de ces là, on sera obligé aussi de refaire le PCR pour au moins éliminer le Covid-19. Mais il y a d'autres études qui vont encore survenir, toutes études beaucoup plus sérieuses, elles peuvent se faire. Mais ça, tout ce qu'on a encore là sont des cas sérieux, sont des cas d'études. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Moi, j'ai des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent poser des questions. Ou moi, j'ai une question. Je suis en ligne. Docteur Traoré. Oui, tu es en ligne. Vous pouvez vous présenter. OK. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Docteur Maxime, un des élèves de Docteur Traoré. Alors, j'avoue que j'ai tiré plein de choses de cet enseignement. Alors, docteur, la question que je voulais poser, c'est que est-ce que une fois que le patient est pris en charge, ces lésions doivent systématiquement suivre ou les lésions disparaissent après guérison? C'est une très belle question. Au fait, il est recommandé, lorsque ces lésions-là apparaissent, il est recommandé de traiter ce patient. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de traiter le virus et de supposer que ces lésions-là vont disparaître. Non, il faut traiter ce patient. Donc, ces patients-là sont à traiter. Les signes dermatologiques, il faut les prendre en charge. Hein? Il faut les prendre en charge par les dermocorticoïdes ou alors par la thérapie adéquate. Donc, ta question est vraiment très bonne parce qu'on peut penser comme c'est le virus qui a causé. Donc là, quand on gère le virus, on gère le tout. Non, attention, le virus est là, le virus a causé des problèmes au niveau de la peau. Le virus a causé des problèmes au niveau des vaisseaux. Donc là, il faut gérer cela et gérer aussi le virus. C'est vrai que le virus va être éliminé, d'accord, mais il faut aussi gérer les problèmes de peau qui surviendront. OK, merci bien, docteur. Et dans ce sens, est-ce que, docteur, à ce jour, vous, je ne sais pas, parce que je sais que jusque-là, les quelques collègues qui sont là-bas ne m'ont pas rapporté des situations de ce genre. Est-ce que vous avez pris des dispositions dans ce sens à contacter les autorités afin qu'une prise en charge soit faite aux malades dans ce sens? Oui, c'est cela. C'est ce qui explique. C'est ce qui explique vraiment ces webinaires-là. En fait, c'est pour attirer l'attention des autorités, l'attention des patients et des décideurs qu'effectivement, les cycles existent et qu'il faut vraiment venir en aide aux patients parce que moi, par exemple, il y a un patient qui m'a rapporté son cas. Ça, c'est même pas un collègue, mais c'est un patient lui-même qui m'a rapporté son cas. J'ai même sa photo. Et c'est au niveau du cuir chevelu. Effectivement, il avait une ischémie acrale, là, et qu'il faut prendre en charge parce que ça l'empêche de dormir. C'est pour ça qu'il a fait des jours sans dormir. Il a fait des jours sans dormir. Et c'est une fois maintenant, c'était donc qui m'a appelé et pour me dire tout ça, il m'a envoyé la photo. Et bon, maintenant j'ai recommandé quand même quelque chose à faire. Donc, mais moi, je suis quand même d'accord avec toi. Il faut créer un registre dans ce cadre ici ici, par exemple, en Guinée, pour au moins relever tous ces différents cas de signes cutanés et les gérer. Parce que là, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment qu'ils soient gérés. Parce que s'ils ne sont pas gérés, ça entraîne vraiment des... Alors, docteur, pour terminer, c'est un peu plus clinique, ma dernière question. Alors, parlant des lésions à ACLA, vous avez dit tout à l'heure que la prise en charge passe par les dermocorticoïdes. Oui. Et en général, il est reconnu en général que les affections virales affectent toujours le système immunitaire. Alors, les dermocorticoïdes aussi ont un effet sur le système immunitaire. Est-ce qu'il n'y a pas dans le cadre de la prise en charge du COVID-19, lorsque quelqu'un est dépisté associé à la prise en charge des dermocorticoïdes, ne peut pas considérablement affecter la guérison du malade très rapidement? Bon, je suis d'accord avec toi
d'une part, mais en fait, les démocorticoïdes, lorsque c'est par voie orale, c'est encore beaucoup plus. Vous pensez, il y a une pathologie qu'on appelle le psoriasis. Alors, on a les patients souffrant de psoriasis, souvent on les soumet sous des molécules biologiques. Les molécules biologiques, là, c'est des molécules qui entraînent, qui jouent vraiment souvent sur le système immunitaire. Mais on a remarqué, ça a été remarqué que chez les patients souffrant de Covid, là, il ne faut pas arrêter le traitement. Il faut continuer, quoi. Alors, c'est vrai que le Covid est un peu lié au système immunitaire, mais le fait d'appliquer des démocorticoïdes, même le fait de traiter ces pathologies suivant le schéma n'aura pas trop d'impact. Parce que au niveau d'un traitement, il faut toujours évaluer le rapport bénéfice-risque. Alors, lorsque le bénéfice est beaucoup plus important, il faut mieux traiter le patient. Et quand c'est le risque qui est aussi important, on ne traite pas. Mais là, vraiment, c'est le bénéfice qui importe. Pourquoi? Parce que ce virus cause des problèmes. Il attaque les vaisseaux, il attaque plusieurs organes. Alors, si on ne gère pas, le virus peut partir, mais toujours les signes cutanés vont rester. Et quand la peau est agressée, il va être la porte d'entrée de micro-organismes. La peau joue le rôle de défense. La peau joue aussi un rôle d'équilibre. Donc, lorsque effectivement cette peau-là est agressée, ça va l'agresser, il est évident que ça va causer d'énormes ennuis au corps humain. Donc, effectivement, c'est cela. Mais les démocorticoïdes, même s'ils ont un effet sur l'immunité, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de particularité. Est-ce que même chez les patients souffrant de VIH-Sida, lorsqu'effectivement il y a des signes cutanés et qui demandent l'application de démocorticoïdes, on le fait. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que vraiment, ce n'est pas une condition pour ne pas faire un traitement démocorticoïde, surtout si les bénéfices c'est par la porte. Donc, effectivement, pour les engelures, les démocorticoïdes sont ici utilisés, mais on peut aussi épargner les démocorticoïdes, hein, on peut les épargner. C'est que l'épargne veut dire quoi? Vous savez, normalement, les démocorticoïdes, on les utilise le plus souvent 2 fois par jour, 1 à 2 fois par jour, mais on peut les épargner en associant à autre chose. Par exemple, les inhibiteurs de la calcinurine, par exemple, la vitamine D, on peut associer et puis diminuer un peu l'utilisation des démocorticoïdes. Ça se fait en dermatologie même, c'est vraiment recommandé dans les pathologies chroniques, hein, d'épargner les dermos. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser 2 fois par jour, on l'utilise 1 fois par jour et le soir, par exemple, on met ici autre chose pour les épargner. Donc, Dr Maxime, lorsque vraiment c'est cas comme ça, là, moi je crois, n'hésitez pas à donner les dermos ou alors vraiment à épargner aussi. Vous pouvez épargner, vous pouvez donner 1 fois par jour et donner autre chose le soir pour gérer cette affection-là qui est là. Sinon, parce que, vous voyez, non, on dit que c'est une ischémie acrale. Donc, si ce n'est pas géré, ischémie, c'est pas l'ischémie entraîne quoi? Ça entraîne la mort, vous voyez. Alors, merci beaucoup. Merci. Et moi, j'en ai fini pour la question. Merci, Dr Maxime. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a autre question. Allô? Allô, oui? Oui, oui, allô? Oui, allô, oui. C'est qui? Oui? Allô? Allô, oui. Allô, moi, oui. je suis Dr Silla Fodé, je suis en ligne. Oui, tu es en ligne, Dr Silla. Ok, moi, comme je me suis présenté là, je suis Dr Silla Fodé, médecin, voilà, l'un de vos étudiants également. Je commencerai d'abord par vous remercier sur en fait le chemin que vous avez emprunté qui nous inspire. Félicitations pour cela. Je vous ai suivi avec attention. J'ai juste une question. Ma question est de savoir, en fait, il y a un schéma thérapeutique bien codifié dans le traitement de Covid en Guinée,
spécialement en Guinée que je la maîtrise. Maintenant, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une spécificité du traitement des affections dermatologiques chez les malades du Covid, en fait, en dehors de traitement de la cause de la maladie du Covid-19? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, non, c'est bien compris de toi, Sheila. Merci pour la question. Effectivement, il y a le traitement du Covid-19 est différent du traitement des affections cutanées. C'est différent. Le SARS-CoV-2 est un virus qui effectue une attaque multisystème. C'est qu'il attaque plusieurs systèmes. Donc, par conséquent, il cause des dégâts dans le corps humain avec un processus inflammatoire intense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque, effectivement, un patient a le COVID-19 et qu'il manifeste des signes cutanés, effectivement, il faut d'abord traiter. Il faut traiter le COVID-19, c'est vrai, mais il faut aussi traiter les signes cutanés. Donc, le traitement de ces signes-là, le traitement de ces signes-là est connu, quoi. Il y a des lignes directrices pour ça. Ce n'est pas différent d'un patient normal. C'est-à-dire que la même chose qu'on applique chez les patients normaux, c'est la même chose qu'on va aussi appliquer aussi chez les patients malades de COVID-19. Mais l'important, c'est quoi? C'est de ne pas faire l'erreur de dire, bon, écoutez, comme c'est le COVID qui a entraîné ça, alors maintenant, traitons le COVID, laissons les signes là. Non, jamais. Et quand on le fait, les signes vont toujours persister. Donc là, vous traitez effectivement le COVID, d'accord, là, il n'y a pas de problème, mais aussi, vous aussi traiter ces signes cutanés. Ok, merci beaucoup. Merci, docteur. Merci vraiment. Moi, j'ai une question, docteur. Je pense que comme je vois qu'il y a plein de médecins généralistes, des spécialistes qui sont en ligne, en fait, la question, ce n'est même pas pour toi seulement parce que c'est juste, vous savez que depuis le début de l'épidémie, il y a des recommandations dans tous les pays de se laver régulièrement les mains, d'utiliser les gels hydroalcooliques, pour se laver les mains avec les bio-nettoyants pour les surfaces, les risques. Est-ce que vous avez eu, par exemple, des faits ont été rapportés auprès de vous par rapport au cas de dermite, d'irritation des mains? Par exemple, est-ce que vous avez eu des cas d'irritation des mains par rapport à l'utilisation des gels, des solutions utilisées par la population au niveau des communautés pour des problèmes de dermitisation de la peau? Une parfaite question. Une parfaite question. Excellente question. Vous savez, j'étais même en train de préparer un webinaire sur ça aussi, mais on va bosser un peu. Hein. C'est que la peau est faite de flore. On appelle ça la flore cutanée. La flore cutanée est constituée par l'ensemble des micro-organismes qui sont là, qui vivent sur la peau, sans problème, sans agresser la peau. Donc, lorsqu'on se lave régulièrement les mains avec des antiseptiques, on agresse la peau. Vous savez, la peau est faite de cellules qu'on appelle les cornéocytes. Vous savez qu'il y a les kératinocytes qui quittent la base au niveau de c'est par la couche basale et qui remontent à la surface. Et montant à la surface, au niveau de la couche cornée, ils perdent leur noyau, ils deviennent les cornéocytes. Les cornéocytes-là sont liés entre eux par un ciment, c'est un ciment lipidique. C'est un ciment lipide. Alors, vous savez déjà que lorsqu'on met du savon dans l'huile, ou l'huile dans le savon, vous savez que le savon est détruit, non? Alors, ça veut dire que lorsqu'on se lave les mains, à chaque fois, on détruit ce ciment-là. On détruit ce ciment-là qui maintient les cellules entre elles. Et quand le ciment-là est détruit, la peau est chère d'irritation, la peau est chère d'eczéma. C'est cela en fait le problème. Donc, effectivement, le lavage intense, le lavage massif des mains entraîne vraiment des lésions cutanées, des lésions inflammatoires au niveau de la main. Alors, ça c'est le cas du savon. Maintenant le cas du gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, c'est un désinfectant. Alors, déjà, je dis déjà qu'au niveau de la peau, il y a des microbes qui sont là, qui vivent normalement. Mais quand vous appliquez des désinfectants au niveau de ces microbes-là, vous les rendez agressifs. Ils deviennent agressifs et ils agressent la peau. Maintenant, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. Hein? Moi, j'en ai vu des cas, effectivement qui ont eu ces lésions-là parce que le lavage intense, c'est pas massif. Là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut simplement utiliser, à chaque fois qu'on se lave les mains, le beurre de karité. Bon, d'accord. En termes généraux, c'est ici d'utiliser ici un émollient. Mais les émollients étant chers en pharmacie, prenez le beurre de karité. Chaque fois que vous lavez les mains, mettez le beurre de karité. Cela va protéger un peu
un peu la peau. Donc là, retenez qu'effectivement, voilà, je vais revenir sur ça en détail dans les prochains webinaires, mais le savon détruit le ciment lipidique qui lie les kératinocytes, qui lie les conocytes entre elles. Donc, quand il détruit la peau va tirer d'une inflammation. C'est la même chose aussi pour le cas aussi des gels hydroalcooliques qui agressent les micro-organismes qui sont là, qui vivent ici en état en état commensal parfait. Donc, effectivement, c'est une très belle question. Et là, c'est vraiment normal que les médecins qui sont présents là puissent le savoir et qu'ils puissent relayer l'information là au niveau des patients. Parce qu'effectivement, ça irrite les mains. Il y en a même parmi vous, je crois bien, qui auraient certainement remarqué cela chez un patient. Et on se dit même maintenant là que la cause la plus fiable est de l'eczéma des mains, hein, c'est la peur d'éviter le Covid. Pourquoi? Parce que la peur d'éviter le Covid va nous amener à nous laver la main de façon massive. Et quand ce lavage est fait de façon massive et que les précautions ne sont pas prises, il va y avoir des lésions au niveau de la peau. Okay, mais la seconde question, est-ce que vous avez, en fait, il y a eu des recommandations de l'autorité sanitaire pour la prise en charge de ces cas où il n'y a pas de recommandations en Guinée, par exemple, au cas où il y aura des... Il n'y a pas de recommandations. Moi, j'en parle chaque fois qu'il y a des émissions, j'en parle, mais il n'y en a pas, on n'en parle même pas. Et pourtant, il faut en parler. Quand vous dites aux patients, quand vous dites à la population, lavez-vous les mains régulièrement, dites aussi, quand vous lavez les mains régulièrement, il va y avoir cela. Alors, faites ça pour éviter. Mais ça, on ne le fait pas. Donc, ça veut dire que c'est aussi de notre rôle, hein, nous, médecins, hein, de le faire. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'exhorter ceux qui sont là, ceux qui suivent ça, d'être évidemment ici des relais. Hein, c'est très important parce que la santé, d'abord, c'est avant tout d'abord personnel. Hein. Donc, vraiment, c'est pas les relais pour informer la population, pour dire que quand vous lavez les mains régulièrement, mettez au moins de beurre de karité. Parce que ça, c'est au moins accessible et c'est moins cher. Au lieu d'aller acheter des émollients en pharmacie qui sont chers, payez seulement le beurre de karité. Le beurre de karité est riche en vitamine E qui protège bien la peau. Donc, là, quand vous lavez et que vous mettez le beurre de karité, ça protège effectivement la peau et ça empêche qu'il y ait inflammation. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions ou pas. Je vois beaucoup de personnes en ligne. Oui, il n'y a pas de questions? Bon, d'accord. Moi, j'ai une question alors à vous poser. Moi, il peut vous poser une question. Vas-y. À l'ensemble, hein? À l'ensemble, hein? On peut poser? Bon, d'accord, bien, bon, bien, on va poser ça après. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour, oui. Docteur, bonjour. Bonjour. Oui. Docteur, moi, bon, depuis le départ, on a affaire à des médecins, à des spécialistes qui posent des questions, mais moi, je suis un étudiant en situation de thèse. Vous m'avez même enseigné à l'université de Zéry-Corée et ça fait beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui en ligne sur ce sujet, la COVID et manifestations dermatologiques. Bon, ma question, c'est que le COVID a été présenté comme une affection typiquement des voies respiratoires. Si bien qu'on a eu une psychose même, dès que quelqu'un tousse, quelqu'un a la grippe, dès qu'il y a un problème au niveau de la gorge, on se dit que, bon, automatiquement, c'est un cas suspect de COVID-19. Maintenant, vous attirez notre attention sur l'impact du virus au niveau de la peau. Donc, j'aimerais savoir, est-ce à dire que les personnes qui ont des dermatoses, à partir des lésions que vous avez citées, les érythèmes et autres, allô? Au sein, sans problème, je veux dire. Je n'ai pas bien compris parce que là, ça... Non. Je disais, docteur, voilà, je disais que, vu l'exposé que vous avez fait tout à l'heure, nous, on a cru que COVID, c'est problème respiratoire, pathologie respiratoire, mais vu ce que vous avez dit tout à l'heure, on aimerait savoir, est-ce à dire que les personnes qui sont atteintes de dermatose en relation avec les lésions alimentaires que vous avez décrites là, sont plus exposées au virus que ceux qui ont une peau saine? C'est ma question.
Non, en fait, les signes qu'on a cités là, ils ne sont pas spécifiques au virus. Ça, là, il faut le savoir. Hein. Un, de deux, il n'y a pas de corrélation entre ces signes-là et la gravité de la maladie. Alors, troisième, évidemment, ça c'est quand même une vérité. Il y a une vérité quand même qui est là. La vérité, c'est quoi? C'est que nos pratiques dermatologiques avant Covid va changer après Covid. Ça, c'est clair. Parce que lorsqu'on va rencontrer des patients qui ont certains signes-là, on sera obligé de les faire faire le PCR pour voir s'il n'y a pas de Covid. Okay. Moi, je suis d'accord. Parce que ces signes-là, ils peuvent survenir chez le patient. Ils peuvent aussi être un annonciateur. Parce que le virus peut être là et qu'il n'y ait pas de signe typique là. Mais les signes peuvent aussi annoncer. Donc, je suis d'accord avec c'est vrai que ça change quand même une pratique. Il n'est pas dit que les gens qui ont ces signes-là ont le Covid, mais vraiment, pour ici, une meilleure prise en charge, il est recommandé de faire le PCR avant à tous les patients qui présentent ces signes pareils là maintenant. Pourquoi? Parce que vraiment, le Covid est venu aussi s'ajouter à la longue liste des diagnostics différentiels. D'accord. Je vous remercie, docteur. Merci beaucoup. Je pense que s'il n'y a pas de question... Allô? Allô, oui. Allô, bonjour, docteur. Bonjour, oui. Oui. Docteur, moi, c'est Chitou. Oui. Commence d'abord par vous remercier pour cette présentation qui est vraiment parfaite et ça nous fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir à nos côtés puisqu'on apprend beaucoup de vous. On apprend beaucoup. Je fais partie de l'un de vos étudiants aussi à Gamal. Okay. Et docteur, ma question est ceci. C'est que moi, j'aurais appris par rapport à cette pandémie qui est en train de sévir dans notre pays, une épidémie qui sévit mondialement. Je suis en train d'apprendre que pour, par exemple, le gel hydroalcoolique, c'est-à-dire que des gens, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour aller au marché, acheter des gels parce que actuellement, même les bavettes qu'on prenait à des prix qui ne sont pas trop chers, maintenant tout est cher et tout et tout. J'ai appris que pour les gels hydroalcooliques, on peut être soi-même à la maison et fabriquer cela. C'est-à-dire qu'il faut de l'eau, du vinaigre et de l'alcool. En ce sens où on prend 60 ml d'eau, 40 ml de vinaigre et 40 ml d'alcool et que le mélange forme déjà le gel hydroalcoolique. Je pose cette question parce que j'ai eu à lire ça. Je suis sûr qu'il y aurait des gens qui sont en train d'adopter cela. Est-ce que c'est vraiment efficace ou non, docteur? C'est un peu ça ma question. Ok, merci Chitou. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Hein. Le moyen le plus efficace de lutte contre le Covid dans les préventions, là, c'est le savon et l'eau. Le savon détruit le matériel lipidique du virus. Il nettoie aussi la main. Oui, donc, c'est le docteur. savon qui est plus efficace. Alors maintenant, à côté du savon, effectivement, il y a les gels. Et les gels, là, je vous conseille, si c'est les gels là, il faut toujours voir le pourcentage sur l'emballage. Normalement, les gels là, on doit indiquer le pourcentage sur l'emballage. Il faut qu'il y ait au moins 60% d'alcool. C'est de 60 à 15% pour que c'est efficace. Maintenant les fabrications traditionnelles là, d'accord, les gens le font, hein, il y a plein qui le font, mais moi, je ne... Vous savez, les mélanges là, l'important c'est quoi? Mélange de telle sorte que le pourcentage d'alcool soit compris entre 60% et 95%. Là, en ce moment-là, le gel est efficace. Dans les cas échéants, vraiment, utiliser le savon et l'eau. Le savon et l'eau, d'abord, c'est la meilleure méthode, hein, de prévention. Le savon et l'eau, toujours. Hein, il y a des études d'expérience qui ont été faites sur ça. On a vu que le savon et l'eau vient de très loin en tête par rapport au gel. Maintenant, s'il y a des gels aussi, utiliser les problème, mais ils sont efficaces. Mais il est nécessaire à ce que le pointage soit vraiment entre 60 et 15%. Ok.
D'accord, docteur. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci. Ouais. Gawara, autre question? Non, mais moi, en fait, c'est pas une question. Moi, j'ai plus les questions, c'était parce que Bon, quand tu vas je vois maintenant tout ce parler qui se de... passe et qu'il n'y a pas de recommandations par rapport. Oui, si vous, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Soit les gens ils posent des questions par rapport aux stratégies mises en place. Ben, il faut parler parce que tout le monde sait que l'épidémie, bon, c'est même pas le Covid, le sarcome qui met qui met en évidence la défaillance de notre système de santé. C'est depuis le temps d'Ebola. Bon, on a eu beaucoup plus de crises pour voir que, bon, on n'a même pas de système de santé pour être franc. En Guinée, on a un système de soins et ce système de soins aussi est très fragile. Active ta vidéo. Il est très fragile. Ma vidéo? C'est activé? Ma vidéo, il est activé là. Ok, d'accord. Ok. Vous me voyez, non ou pas? Non, moi je te vois quand même. Hein? Moi je te vois bien. Je ne sais pas si les autres aussi me voient ou pas. Je crois qu'ils te voient aussi, c'est sûr. Okay. Oui, on veut voir. Oui. Continue. C'est white, ok. Je disais par rapport à... le diagnostic n'est pas aujourd'hui, ça remonte depuis, bon, je peux dire depuis la nuit des temps, la Guinée a eu toujours un système de soins, pas un système de santé, parce qu'on n'a pas de modèle de système de santé tel qu'il est reconnu au niveau international, parce qu'il y a deux types de systèmes de santé. Il y a le système bébérien et bismarckien par rapport à l'organisation, l'autre sur le plan basé sur tout ce qui est social, par exemple, et l'autre qui est tout ce qui est l'offre de soins et qui est beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons. Mais aujourd'hui, en Guinée, notre système de santé, il est basé sur un système de façon pyramidale. En fait, la pyramide sanitaire telle qu'il a été mise en place depuis le début depuis les années 90. Et aujourd'hui, le système de soins là est vraiment déficient à la fois en termes d'organisation, de gouvernance, de leadership, et puis en termes de développement des compétences, de rémunération du personnel médical, parce que je ne vais pas vous dire comment les médecins sont rémunérés à Guinée. Et en plus, il n'y a aucun plan de gestion, par exemple, des compétences pour aider les médecins à se former, parce que la médecine, un bon médecin, c'est celui qui se forme au fur et à mesure, mais cela n'est pas du fait de la faute des médecins guinéens, parce qu'il va falloir que l'autorité sanitaire puisse mettre en place un certain nombre de projets stratégiques pour accompagner la transformation de notre système de soins, qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et on voit aujourd'hui en Guinée, avec le Covid, la psychose, le stress des gens, rien qu'à leur dire d'aller à Donka, créer déjà une certaine source de frustration, de psychose, d'angoisse au sein des familles, parce que les gens n'ont plus confiance à nos structures sanitaires, alors que Donka, c'est la structure de référence en matière de prise en charge, parce que les CHU sont largement au-dessus des autres structures sanitaires, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que... Et là, la stratégie aussi qui est mise en place au niveau de l'autorité sanitaire en termes de gestion de la crise de Covid n'est pas, vont un peu à l'encontre de la démarche de ce que l'OMS recommande, parce que l'OMS recommande le dépistage systématique, pas le dépistage, par exemple, des cas ou des cas contacts pour essayer de limiter la propagation de la maladie. Je pense qu'en Guinée, on peut avoir les moyens avec tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vu sur la télé, tout ce qu'on a entendu, les fonds, les entreprises se sont mobilisées, les particuliers se sont mobilisés à mettre beaucoup plus de fonds à la disposition de l'ANS. Bon. Au niveau stratégique, on ne va pas le dire parce qu'il y a un véritable problème au niveau stratégique par rapport à la gestion, les relations entre le comité scientifique, le ministère de la Santé, qui doit être le ministère de tutelle de l'ANS, parce que dans l'organisation, dans le fonctionnement, l'ANS est un organe opérationnel qui exécute les décisions prises au niveau du ministère.
Et cela n'est pas le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, en Guinée, la stratégie, même les médecins, il y a beaucoup de médecins qui sont d'accord avec moi que les médecins généralistes, les cliniques, les laboratoires privés qui sont à Conakry à l'intérieur du pays, et les associations, les communes ne sont pas impliquées, par exemple, dans la gestion de la crise, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des cas de perte de vie qui font que les gens n'arrivent plus à suivre les cas contacts et les personnes là se promènent dans les quartiers et qui fait qu'il y aura toujours un accroissement des cas. Et on voit aujourd'hui que malgré qu'on est en train d'enregistrer, par exemple, des résultats par rapport au nombre de guéris, mais le taux de létalité est en train d'augmenter. Il est encore très faible, mais je pense qu'à l'allure où on va, parce que Kindia est atteint, il y a un certain nombre de villes de province qui sont atteintes et dont les capacités techniques des hôpitaux régionaux ne peuvent pas les permettre de les prendre en charge. Mais parce que donc a déjà est débordé par rapport à tout ce qui se passe et moi je pense que la stratégie doit être le dépistage massif, mais aussi, par exemple, impliquer l'ensemble des acteurs de la chaîne de soins. Ce n'est pas seulement un problème de Donka qu'il faut prendre en compte. On parlait tout à l'heure des problèmes des dermatologues qui n'ont pas reçu de recommandations de la part du ministère. Il y a aussi des médecins généralistes et on les accuse pour leur dire qu'ils sont en train de prendre des cas de COVID comme étant des cas de paludisme. C'est bien normal. S'ils n'ont pas eu de recommandations pour leur dire qu'en cas de symptômes de telle maladie, référer le malade, par exemple, à l'ANS, ou bien est-ce qu'il y a même une coordination entre l'ANS et la ville et les hôpitaux pour essayer de coordonner l'ensemble du parcours des soins, c'est-à-dire l'ensemble du parcours des soins qui sont des comptes et qui ne sont pas des comptes. Et même aujourd'hui, ce flux a du mal à se mettre en place à Donka. L'organisation interne à Donka qui est mise est faite de façon à ce qu'aujourd'hui, même les malades ont peur d'aller à Donka. Ceux qui ont d'autres maladies, parce qu'on ne les assure pas, il n'y a pas de communication en faveur des autres maladies pour leur dire qu'attention, malgré qu'on est en période d'épidémie, qu'on est en période de pandémie, et il y a d'autres maladies, il y a les maladies chroniques, il y a les maladies d'ordinaire, le paludisme, il y a les femmes enceintes qu'il faut prendre en compte, les suivre du début à la fin de la grossesse. Mais moi, je n'ai jamais quand même entendu des discours, des informations ou bien des recommandations auprès des professionnels de santé en Guinée pour les demander d'assurer la continuité des soins. Et cela n'a pas été fait pour le moment. Et je pense que c'est une erreur stratégique qu'il va falloir que les autorités publiques, c'est même pas l'ANS, doivent prendre en compte parce qu'aujourd'hui, la continuité des soins en Guinée, la coordination des parcours de soins est très difficile entre ceux qui travaillent à l'hôpital et ceux qui travaillent en ville. Parce que je sais qu'il y a il y a beaucoup de médecins qui me suivent, qui travaillent dans les cliniques, qui travaillent en ville, qui ont des cabinets en ville. Et je ne sais pas quel est le dispositif mis en place pour essayer, par exemple, non seulement juste le partage d'informations entre ceux qui travaillent en ville et ceux qui travaillent à l'hôpital est important dans la continuité des soins et dans la prise en charge. Parce que si vous perdez l'information d'un médecin, la conséquence, c'est de fausser votre diagnostic, votre prise en charge. Parce que l'information médicale, s'il est bien partagé, le malade, en termes de gains, ça lui rassure, mais ça renforce aussi cette confiance qu'il y a entre soignants et soignants. Parce que notre relation aujourd'hui avec nos patients, c'est basé sur la confiance. Et si cette confiance n'est pas là, et aujourd'hui c'est un peu difficile, mais quand on fait aujourd'hui des enquêtes en Guinée pour avoir la perception des malades, d'avoir leur avis par rapport aux relations qu'ils ont avec les professionnels de santé, ça va être très mitigé parce que les gens aujourd'hui ne font plus confiance à la médecine guinéenne. Pas parce qu'on n'a pas de bons médecins, on a de bons médecins, mais par rapport à l'organisation, à la stratégie, au non-accompagnement et à l'inopacité de l'offre de soins. On peut rester aujourd'hui à Conakry, qu'on est dans un quartier, on ne sait même pas quel est le nombre de cliniques, le nombre de professionnels dans ma commune, dans ma région, des trucs qui fait qu'aujourd'hui, il va falloir que nous, les jeunes, qu'on se donne la main pour proposer une véritable restructuration, une véritable modernisation de notre système de soins. Et si cela est fait, on peut aller à proposer un système de santé. Et ce sont des observations, mais je pense que pour essayer d'endiguer la maladie en Guinée,
il va falloir suivre les recommandations de l'OMS. Tester, c'est la solution. Si on ne fait pas de tests, on ne peut pas trouver de solution parce que ça a des avantages. L'avantage du test massif, c'est au niveau de la collectivité parce qu'on réussira à connaître qui est malade, qui n'est pas malade, qui a contracté le virus, qui n'a pas contracté le malade. Et parce que vous êtes tous des médecins, mais il va falloir que les gens sachent, Dr Traoré, que ceux qui transmettent le virus sont des personnes asymptomatiques. C'est-à-dire que les personnes asymptomatiques sont les premiers à divulguer le virus au sein de la population. Donc, je pense que vous avez aussi des recommandations, des points de vue. En tout cas, moi, c'est mon avis par rapport à ce qui se passe en Guinée. Et bon, on ne va pas essayer d'aller un peu plus loin parce que les hôpitaux tels qu'ils sont gérés, c'est un peu plus difficile. On peut en débattre, on ne va pas en finir par rapport à la gestion des hôpitaux, à la gestion des structures qui fait vraiment défaut. Et quand je vois toutes les personnes qui interviennent aujourd'hui dans nos hôpitaux, qui ne bénéficient pas de formation, qui ne sont pas rémunérés, et ça donne à réfléchir. Mais l'une des choses aussi, on est tous des médecins. Je vous donne juste un exemple qui s'est passé en Guinée il y a 2 ans. Ça fait 5 ans, on a imposé le numerus clausus en Guinée, Dr Traoré. Le numerus clausus, on a empêché aux gens de ne pas aller à la faculté de médecine. Ok, c'est bien. Mais en fait, on a fait une décision, mais cette décision, il est complètement irresponsable de ce qu'ils ont fait. C'est vrai que c'est mes professeurs qui l'ont fait. C'est des gens avec qui j'ai une grande admiration, mais ces gens-là n'ont pas fait une très bonne analyse de la situation en Guinée. Quand tu prends, par exemple, la densité médicale en Guinée, c'est un médecin pour 1800 personnes. Quel est le médecin qui peut sur 1800? Parce qu'on a 11 000 professionnels, 13 millions de personnes. OK? Donc, si Dr Traoré doit s'occuper, et quand on prend aussi cette densité, on prend les spécialités, on n'a même pas 10 dermatologues en Guinée. On n'a même pas 10 endocrinologues en Guinée. Et la majeure partie de ces professionnels, de ces spécialistes sont à Conakry. Et la majeure partie de la population sont en province. Vous voyez un peu? Et qu'on dise aux gens, bon, OK, comme il y a beaucoup plus de problèmes à la faculté de médecine, on ne remet jamais en cause l'organisation qu'il y a à la faculté de médecine. On ne met jamais en cause l'enseignement qu'il y a à la faculté. Mais on pense que le fait que le nombre est beaucoup plus élevé, il y a beaucoup plus d'étudiants, c'est là le problème n'est pas là. Le problème, c'est au niveau du fonctionnement de l'organisation de la faculté de médecine. Parce qu'on va attendre 10 ans pour avoir des médecins qui vont vous remplacer Dr Traoré. 10 ans. Et donc, dans 10 ans, on aura les ratios, sera un médecin pour 2000 et quelques personnes. Ceux qui ont fait ces arts de stratégie, la France, aujourd'hui, les conséquences, ils sont là. Ils sont là, il y a des crises. Les médecins se plaignent du manque de personnel. Tout le monde se plaint du manque de personnel. Et dans un pays où il n'y a même pas 3 à 4 médecins dans les régions, de généralistes, de spécialistes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? La faculté de médecine, il y a beaucoup de problèmes, mais alors que les médecins, les étudiants qui sont là-bas ne sont jamais accompagnés. Et pour avoir un stage, donc, il faut avoir un parent qui est chef de service. Et donc, c'est un problème organisationnel qui est structurel, qui est là. Il fallait qu'on fasse ça parce qu'aujourd'hui, moi, je suis médecin guinéen, je suis là, j'ai plein de personnes qui m'appellent au téléphone pour me dire, mets-moi en contact avec un médecin. Donc, s'il y a quelques-uns qui le font, c'est que la majeure partie de la population guinéenne est exposée à ce problème d'opacité de l'offre de soins, qui n'a aucune visibilité. Il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de médecins dans les régions, dans les villes. Et les médecins ne sont pas Allô, docteur? Allô, docteur? Allô, oui? Je ne sais pas si on est en fait dans les divers ou quoi, parce qu'en fait, j'ai l'impression vraiment que le sujet, en fait, vous partez un peu dans la gestion et puis ça c'est connu de tous, vraiment qu'il y a une très mauvaise gestion de cette maladie, pas en termes de traitement. Cliniquement, on n'a pas encore de faille significative, mais dans la gestion, au niveau des décideurs, on sait tous vraiment qu'il y a un problème.
Donc, s'attarder trop sur ça, je pense, surtout que bientôt l'heure de la prière et on veut vraiment suivre jusqu'à la fin. Donc, si vous pouvez écouter un peu, si possible, hein, ce n'est pas une exigence. Vraiment, ça me fera plaisir. Oui, merci. Je n'avais pas compris le problème de prière parce que j'avais complètement oublié. Je disais, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas maintenant si vous avez des questions. Si Dr Traoré peut me permettre pour vous présenter aussi le projet que je mène avec lui en Guinée pour essayer de partager l'information auprès de vous. Et si vous voulez qu'on le fasse maintenant ou bien on attend à la fin de vos questions, c'est à vous de me le dire. Ok, moi j'ai une question. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bon, vous avez suggéré qu'il faut tester tout le monde, oui, c'est l'idéal. Mais dans un pays où il y a des ressources limitées, je pense que l'OMS a recommandé la priorisation en ce qui concerne les tests. Donc, les pays qui ont vraiment les ressources limitées, il faut tester les personnes ayant ou qui sont sensibles à développer une maladie grave, aussi les personnes vulnérables qui nécessitent une hospitalisation et les personnels de santé symptomatiques, aussi les personnes ayant dans un endroit fermé tel que les écoles, les prisons, etc., qui présentent leurs premiers symptômes. Maintenant, est-ce que la Guinée a actuellement la capacité de tester d'abord tout Conakry avant de penser dans les autres régions? C'est ma première question. Ben, en fait, moi, je pense que la Guinée, bon, aucun pays n'avait la capacité, par exemple, pour dépister beaucoup plus, parce que même la France, qui est largement au-dessus de la Guinée en termes de système de santé, a du mal à faire un dépistage systématique de la population. Mais aujourd'hui, en Guinée, je ne sais pas, il y a combien de centres de dépistage, je ne suis pas là-bas. Mais ce que je constate, c'est qu'on ne teste pas assez alors qu'on a les moyens, parce qu'il suffit, bon, la Guinée a des très bons rapports avec la Chine, qu'on peut demander aujourd'hui à avoir beaucoup plus de réactifs pour essayer de diversifier, par exemple, d'élargir, d'impliquer d'autres laboratoires privés, les laboratoires des cliniques. Je parle par exemple de la clinique. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, hein, on vous écoute. Ah oui, c'est parce que je pensais qu'il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Je pense que c'est pas, parce que si j'ai bonne mémoire, c'est l'Institut national de santé publique qui fait le dépistage. Je ne sais pas si c'est à Donka ou ailleurs. Je pense que toutes les labos qui sont, par exemple, la clinique, les cliniques privées, les laboratoires privés, on peut leur faire confiance pour essayer d'augmenter, par exemple, notre capacité de dépistage. Parce que si on a un seul centre de dépistage, ça va être très difficile. Que les gens, bon, imaginez que déjà, il y a le retard dans le traitement, il y a le retard dans la prise en charge de tous ces cas. Et puis, s'il n'y a pas une très bonne organisation, les malades vont attendre 2 à 4 jours pour avoir les résultats de leurs tests, ce qui n'est pas évident. Mais je pense que l'implication de l'ensemble des labos aujourd'hui qui ont la capacité, c'est au ministère d'évaluer au cas par cas. Quels sont les labos aujourd'hui? Parce que je pense que la clinique Ambroise, la clinique Pasteur, l'hôpital sino-guinéen, Nyansidine, ils ont des centres, ils ont des laboratoires. On peut les impliquer pour augmenter. Ça va nous permettre, par exemple, les clusters, les quartiers qui sont considérés comme les clusters, de faire un dépistage massif auprès de ces quartiers-là pour comprendre qui a été atteint, qui n'a pas été atteint. Vous avez dit tout à l'heure le cas des professionnels de santé. Les professionnels de santé sont les premiers en ligne par rapport à cette pandémie. Mais est-ce que depuis le début de la maladie, bon, je ne suis pas en Guinée, ce n'est pas critique, mais est-ce qu'il y a eu, par exemple, des cas de dépistage, des cas de tests auprès des professionnels de santé pour essayer de mettre en place un dispositif de surveillance spécifique pour essayer de les épargner, parce que les professionnels qui interviennent à Donka sont exposés, mais il ne faut pas par défaut des tests,
que ces gens-là exposent leur famille, parce que le soir, ils sont obligés de rentrer chez eux. Il n'y a pas une prise en charge spécifique pour leur dire on va les mettre dans les hôtels au temps de l'épidémie, pour les séparer de leur famille, pour ne pas que les familles soient exposées en même temps que les médecins. Et cette politique doit être faite parce que si on a un seul centre de dépistage pour 3 à 4 millions de Conakry-Cas, ça va être un peu difficile. Voilà, docteur, moi je souhaiterais vraiment que, en ce qui concerne le dépistage, là, que vous donnez un peu la latitude à docteur Traoré de donner beaucoup plus d'explications. Parce qu'en fait, dans votre intervention, il y a toujours, je ne sais pas, je pense. Voilà, donc à ce jour, je ne pense pas que la Guinée vraiment dispose d'un seul centre de dépistage. Hein. Voilà, donc il va falloir que vous donnez la main quand il s'agit d'un sujet que vraiment vous n'avez pas la maîtrise. Il n'y a pas un seul centre. Même à Kindia actuellement, et voilà, il y a le dépistage, pas à Kindia seulement, donc il y a d'autres. Voilà. Vous pouvez nous éclaircir. Non, docteur Traoré, je sais que docteur Traoré recherche beaucoup sur cette maladie, donc il doit être à mesure. Parce qu'en fait, je ne veux pas dire quelque chose non vérifié. En fait, c'est ça, quoi. Ben, donc, si quelqu'un a vraiment. C'est pour ça, moi aussi, j'ai mis en conditionnel tout ce que je disais, parce que si je n'ai pas l'information, je ne peux pas l'affirmer. Mais je sais que le directeur national de l'Institut national de santé publique, je le connais très bien, on échange souvent. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Bon, je n'étais pas au courant qu'on avait mis en place des centres de dépistage à l'intérieur. Mais docteur Traoré, je te laisse le choix de nous dire si tu as des précisions par rapport à ça. Bon, moi je crois que d'abord merci à tout le monde. Merci, je vois que le sujet est intéressant parce que là, chacun s'intéresse. Les tests, vous savez, j'avais fait un écrit parce que le conseil scientifique avait dit que de limiter les tests. On peut pas, en fait, la limitation des tests n'est pas une bonne chose. Hein? On doit créer les conditions pour faire des tests. Même si ce n'est pas pour la Guinée, toute la Guinée, mais là où il y a plus de proportion de malades, il faut faire là-bas les tests massifs. Conakry et maintenant Kindia, parce que par exemple Kindia maintenant vient après Conakry. Donc moi je crois que les deux zones-là, il faut faire des tests massifs là. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, quand on prend 100 patients, 80 patients vont faire la maladie là, guérissent la maladie là, sans même avoir besoin de traitement. Ou bien 80 patients peuvent guérir la maladie sans même manifester de signes graves. Et pourtant, pendant ce temps-là, ils vont transmettre la maladie. Donc moi je crois que il est mieux de faire, et puis les chiffres qu'on annonce là, les chiffres là ne sont pas fiables. Ça, c'est même pas seulement pour la Guinée. Les chiffres qu'on annonce, ce n'est pas fiable. Pourquoi? Parce que les chiffres qu'on annonce, on annonce que les chiffres des gens testés. Et les gens qui ne sont pas testés. On ne connaît pas le chiffre. Hein? C'est pour ça que souvent la fiabilité. Oui. Oui. S'il vous plaît, la question du médecin qui m'a interpellé, c'est de docteur Silla, c'est juste. Non, docteur Kaba. Maître Kaba. Docteur Kaba, c'est par rapport au nombre de. Quels sont en fait, il y a combien de centres de dépistage en Guinée? Le nombre, hein? C'est ça, docteur Kaba, c'est par rapport. Oui, moi, non. Il y a combien de centres de dépistage à Conakry à l'intérieur? Le nombre de centres, non, je ne saurais quand même le dire, mais je sais quand même qu'il y a des centres qui ont quand même créé ces temps-ci. Ça, c'est quand même vrai. Les centres ont été créés ces temps-ci. Et même le président a annoncé qu'on va passer de 200 tests à 1000 tests par jour. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont quand même bien. Les tests sont réalisés où? À Donka ou parce que moi, à ma connaissance, c'est à Donka. Mais il y a un non, à Donka, c'est là-bas le test se réalise. Mais le prélèvement se fait au camp et en principe aussi à Ratoma. Aussi, et même à Nongo, en principe. Aussi. Voilà, il y a des endroits où on prélève. Voilà, maintenant, après prélèvement, il transporte les échantillons à Donka pour l'analyse.
Bon, moi, je crois que la question du maître de Kaba, je comprends. Maître de Kaba a posé sa question sur plusieurs volets. Il a parlé aussi de tests massifs. Le maître de Kaba a suggéré que, comme le maître le dit, qu'on teste les personnes présentant des maladies graves. C'est ça, non, maître de Kaba, bien? Oui, je te dis que dans un pays là où il y a les ressources limitées, parce que j'ai l'impression que le docteur Traoré est en train de voir la Guinée en train de faire les tests de façon spécifique. Je ne sais pas, est-ce que la Guinée a réellement la capacité d'étendre le test sur l'ensemble de la population? Dans le cas contraire, si la Guinée n'a pas la capacité d'étendre dans l'ensemble de la population, il y a également des critères. Donc, il faut les prioriser. Il faut les prioriser sur les personnes vulnérables qui sont susceptibles de développer une maladie grave en cas de COVID, sur les personnes aussi, les personnels de santé qui présentent les symptômes aussi, les personnes ayant dans un endroit clos, tels que les écoles, les prisons, etc. Donc, je ne sais pas réellement si la Guinée a cette capacité de testing sur l'ensemble de la population. Dans le cas contraire, on ne peut pas leur user jusqu'à un certain niveau. Bien, maître de Kaba, je dis, moi je comprends pas peut-être. Voilà, docteur, avant que docteur Traoré ne revienne sur voilà, la question posée, je voulais juste un peu appuyer ce qu'a dit docteur Mohamed II. Donc, moi je pense, c'est vrai, quand on parle de tests massifs, ça dépendra de la définition qu'on donne en fait, de tests massifs. Sinon, il faut cibler. Il faut cibler. À ce jour, moi, je connais en fait des contacts qui traînent derrière les agents pour le prélèvement et qui font plus de 3 jours sans être prélevés. Et quand ils sont prélevés, ils sont programmés pour 48 heures, mais très malheureusement, les 48 heures passent et s'il faut même une semaine, voilà, donc sans avoir le résultat. Donc, moi, je pense vraiment la Guinée ne peut pas manquer de moyens pour faire quand même les tests ciblés, c'est-à-dire élargir un peu le champ, comme il l'a dit, c'est-à-dire systématiquement vraiment de tester tous les contacts, tous les cas probables et tous les suspects. Vous voyez, non? Donc, avec ça, je pense qu'on peut un peu limiter. Et aussi, il y a des dispositions en fait politiques. Quand je dis politique, c'est pas la politique que nous tous nous comprenons, mais c'est la politique sanitaire. Quand on parle des barrages, les barrages sont vraiment mis pour rien. Parce que là, il faut juste payer de l'argent pour passer. Parce qu'en principe, pour avoir laissé passer, il faut avoir d'abord un certificat de non-cas, aller au ministère et qu'on délivre vraiment un laissez-passer. Mais très malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc c'est pourquoi il faut au moins élargir un peu le test pour permettre vraiment que la Guinée lutte efficacement cette pandémie. Sinon, vraiment, si on se fie vraiment des moyens, si c'est le moyen, on a pour le moment les moyens qui nous permettent vraiment de tester, même pas toute la population peut-être de Conakry ou des jeunes les plus atteintes, mais on peut quand même, voilà, comme je l'ai précédemment dit, des cas suspects, probables, et puis les cas contacts, on peut les tester et on a ces moyens, je pense. Avant que Dr Traoré peut-être nous donne son avis par rapport à la question. Bien, merci Dr Silla, merci Dr Maître de Kaba. Dr aussi, merci. Et moi, je crois que on est tous en train de dire la même chose. Dr Kaba a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire que il faut cibler les gens à tester. Je suis d'accord. Mais pour cibler les gens à tester, qu'est-ce qui doit être fait? La NSSS doit remonter les données au conseil scientifique. Moi, je crois. Les données au conseil scientifique là seront analysées
les données envoyées par l'ANSS seront analysées par le conseil scientifique et les conditions seront données. Moi, je crois que ces conditions-là, il faut les suivre. C'est aussi simple que ça. Parce que les critères dépendent des données. Quand on dit critères, ça dépend des données. On peut dire, par exemple, si on a qu'il y a plusieurs quartiers, il y a tel quartier où il y a un nombre élevé de patients, alors dans ce quartier-là, on va faire du dépistage massif. Mais tout ça là, dépend des données envoyées par l'ANSS. Donc, c'est pour ça que vraiment, la fois passée ici, il y avait écrit qu'il faut une collaboration franche entre les structures là pour qu'elles puissent aller. Mais s'il n'y a pas une collaboration franche, ça ne peut pas aller. Parce que ce n'est pas le nombre de guéris qui est important dans l'affaire là. J'ai dit toujours ça. C'est le nombre de cas confirmés. Tant que le nombre de cas confirmés là n'est pas maîtrisé, on n'est pas maîtrisé. Parce que c'est les cas confirmés qui meurent. C'est les cas confirmés qui guérissent. Donc là, si les cas confirmés sont vraiment contrôlés, il n'y a pas de problème. Mais il faut une collaboration franche entre l'ANSS et le conseil scientifique. L'ANSS remonte le conseil scientifique n'a pas un laboratoire. Il n'a pas pratiquement rien sur le terrain, mais il peut se servir quand même des données envoyées par l'ANSS pour les présenter. Moi, je pense qu'on est tous en train de dire la même chose, mais c'est peut-être que c'est la façon de compréhension qui est un peu différente. Mais je crois que on est tous là, tous on a à cœur que cette pandémie la finisse maintenant en Guinée. Je crois. Et tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pour dire nos pensées pour que ça puisse être pris en compte, pour que ça puisse finir. Moi, je crois que vraiment, moi, je ne peux que vous remercier parce que c'est des bonnes idées qui sont avancées. Et là, franchement, si ces idées-là sont suivies, je crois qu'il n'y a pas de problème pour ça. En tout cas, je pense que, Dr. Kaba, je crois qu'on dit la même chose, mais il faut une collaboration franche. Parce que ce que tu dis là, par rapport au ciblage, là, on cible par rapport aux données. Mais s'il n'y a pas de données, si les données ne sont pas interprétées, comment est-ce qu'on peut cibler? Si on ne peut pas faire pour tout Conakry, au moins qu'on donne au moins des données par quartier et que ces données-là soient vraiment dynamiques, qu'ils soient mises à jour et qu'ils soient mises à jour à chaque instant. Mais si on ne donne pas de données, il n'y a pas de données. Comment ça va se faire? C'est compliqué. Le Kaba. Je ne sais pas s'il y a... Oui, merci, c'est bon. Tu as compris? C'est OK. Oui, okay. Très bien. Il faut les donner pour prioriser. Voilà, il faut les donner. J'ai une question écrite là, ici. Il y a quelqu'un qui demande l'algorithme. Si vous voulez, je peux vous mettre ça en ligne. Hein. Je peux vous mettre ça. Mais là, en ce moment-là, vous avez mon contact. Voilà, je vous donne. Il faut que je vais extraire l'algorithme. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je dois vous donner l'algorithme. Là, maintenant, c'est pas ce qu'on va faire. Soit vous me laissez vos mails. Voilà, à la fin du truc, vous m'envoyez vos mails en inbox, puis maintenant, je vous envoie l'algorithme. Pourquoi? Parce que c'est important quand même pour vous. Tout le monde doit le savoir. Hein. Il n'est pas fait simplement pour les médecins, pour les dermatologues. Non, il est fait pour les médecins généralistes, il est fait pour les médecins de soins intensifs, il est fait pour les patients. Donc, moi, je crois que vraiment, si vous voulez, envoyez-moi vos mails. Voilà, je vous envoie ou alors vraiment, voilà, sur WhatsApp, en tout cas, quel que soit, envoyez-moi, moi je vais vous extraire ça, je vais vous envoyer comme ça, chacun pourra au moins évaluer. Parce que, vous savez, la dermatologie, les consultations en médecine générale, les maladies de la peau occupent 25 à 35%. C'est-à-dire que 25 sur 100 malades qui viennent en médecine générale, 25 à 35 malades sur une maladie de peau. Donc, par conséquent, un médecin généraliste doit avoir une notion en dermatologie, c'est clair. Un médecin de santé publique, hein? Donc Kaba aussi doit avoir une notion en dermatologie. Donc là, je suis d'accord. Hein? Dr. Kaba, envoyez-moi tous les contacts. Je vais vous envoyer l'algorithme parce que vraiment c'est important pour la prise en charge des patients. Voilà, très bien. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que vous avez mon mail. Voilà, même quand vous cliquez mon nom là, vous allez voir peut-être mon mail. Comme on a une fois échangé. Mais je n'ai pas pour Kaba. Je pas pour Kaba. Je vous envoie mon mail. Voilà. Je vous envoie mon mail. Voilà, envoyez Kaba. Je n'ai pas pour Kaba, il n'y a pas pour Chitou, il n'y a pas pour Wami. Envoyez-moi s'il vous plaît. Oui, il n'y a plus de questions maintenant. Donc, voilà, c'est bon? Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Tu veux que je parle du projet africain ou pas? Il n'y a plus de questions.
Bon, je ne sais pas, Bon, docteur s'il est allé. Docteur Silas, on vient de parler d'Africains. Docteur Gawara, tu peux parler d'Africains maintenant. Il y a trop Donc, s'ils sont allés ensemble. Tu dis? Non, non, non. Covid. Il y a tu as libre. Le moins. Donc, si là, tu as libre. Tu dois fermer son micro là. Donc, si là, tu as libre. Oui, mais c'est pas moi, hein, c'est pas moi. C'est pas moi. Le code ne vient pas de moi. Hein. C'est Ola, alors, c'est Ola. Ola, ferme. Il faut fermer le micro d'abord. Oui, docteur Gawara. Ok, c'est compris. Oui, je disais, moi, je vous présente la plateforme Africaire. En fait, Africaire, c'est... Non, ils sont négatifs parce que moi, c'est Touré qui m'a informé, Touré le HSE. Il m'a dit que l'ANSS a déposé la liste en confirmant 2 cas, c'est-à-dire Abdoulaye et Baïdou. Donc, je ne sais pas quel est le médecin qui est là, docteur. C'est Maxime qui... Voilà, c'est Maxime qui... Maxime. Maxime. Non, ça veut dire que les... Bon, c'est bon. Alors maintenant, je veux Maxime. Alors, il a coupé. Ok. Je disais, c'est la plateforme africaine. Bon, docteur, je ne sais pas, docteur, tu peux partager la plateforme ou pas? Tu as accès à ça? Là. Attendez, je vais voir. En fait, sinon, la plateforme africaine, pour ceux qui nous suivent, c'est une plateforme de gestion des consultations et de prise de rendez-vous en ligne, des livrets de santé électronique et des carnets de vaccination électronique. En fait, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation un professionnel de santé et patient en vue de rendre l'offre de santé accessible à l'ensemble de la population de la Guinée. En fait, on a fait la plateforme en collaboration avec... Voilà, je pense qu'il faut qu'on appelle pour lui, c'est mieux. Parce que c'est lui qui m'a dit que l'ANSS a déposé... Continue. C'est Maxime. Ouais, donc, et puis, c'est une plateforme... Je voulais dire que Dr. Silla est la bienvenue dans l'Africaire. Aussi Maxime, tous les médecins qui sont là, vraiment, moi je crois qu'ils seront les bienvenus. Hein? Ouais, mais oui, je suis d'accord. J'aimerais qu'ils partagent, qu'ils essayent de... Parce que c'est une plateforme qui est faite vraiment pour les professionnels de santé en Guinée. Les avantages sont énormes en termes économiques, en termes aussi par rapport à la qualité de la prise en charge, parce que l'accès à l'information médicale est important pour tous ceux qui sont impliqués dans la prise en charge des patients. Et la gestion des dossiers médicaux aujourd'hui en Guinée est un véritable problème parce que ceux qui gèrent les cliniques, ceux qui gèrent les hôpitaux, on dépense beaucoup plus d'argent pour la gestion des dossiers médicaux. Et aujourd'hui, on peut numériser toutes ces informations-là sur une plateforme qui leur permettre de communiquer facilement avec leurs patients, partout où ils sont, de consulter le dossier du patient et d'avoir des rappels de SMS, de prise de rendez-vous, d'être informé, par exemple, s'il y a un médecin, par exemple, qui doit se déplacer pour aller à un congrès ou bien il a des déplacements d'autres professionnels, il peut tout de suite en un clin informer l'ensemble de ses patients avec qui il avait pris des rendez-vous, les déprogrammer et les patients ils pourront reprendre l'information ou les proposer d'autres informations, mais aussi par rapport au suivi des malades parce que la plateforme permet à ce que les malades soient suivis à distance et qu'on les consulte à distance et à travers une messagerie sécurisée qui est complètement sécurisée. Et aujourd'hui, Dr. Traoré est inscrit sur là-dessus. Si les autres sont d'accord, ils peuvent me contacter ou passer Traoré pour qu'on puisse les inscrire sur la plateforme pour voir tout ce que la plateforme peut les offrir, à la fois pour les patients et pour vous. Parce que vous avez une plateforme que vous pouvez accéder par téléphone, par application, partout où vous êtes, d'être directement en contact avec vos patients. Très important parce que le médecin aussi doit être visible auprès de ses patients. Sinon, vous pouvez rester dans un quartier, vous êtes dermatologue et qu'il y a des gens qui sautent, il y a des gens qui vont jusqu'à Donka pour chercher des dermatologues parce qu'ils ne sont pas au courant de vos activités. Et ça, c'est
très, très important parce que nous, on s'occupe du marketing des médecins pour essayer de les mettre sur les différentes plateformes, sur les moteurs de recherche pour qu'ils soient visibles partout. Et je pense que c'est très important. Je ne sais pas si le Dr Traoré a réussi à partager le lien de la plateforme. Oui, j'ai partagé. Donc, je pense que tout le monde, docteur, tous les médecins qui sont présents ici seront les bienvenus. Alors, on va essayer de clôturer ce webinaire. D'abord, il faut remercier tous les participants. C'est une première. Ça n'a pas été facile. Vous voyez que le début, il y a eu un peu de retard parce que les points techniques n'étaient pas, il y avait des petits soucis. Alors, je remercie tout le monde, tous les médecins qui sont là et qu'est-ce qu'il faut retenir ensemble, c'est que le Covid-19 entraîne des troubles cutanés qu'il faut Docteur, gérer. s'il vous plaît, docteur. Oui. S'il vous plaît, docteur. Oui. Docteur, on aimerait aussi que vous signalez la présence des apprenants. Vos élèves sont aussi en ligne, hein, docteur. D'accord. Alors, oui, c'est vrai. Pas les médecins, il y a aussi. Alors, je m'excuse. Je remercie tous les médecins présents ici sur la plateforme. Je remercie aussi les apprenants qui sont aussi en ligne, qui ont terminé, bien sûr, qui sont sur leur thèse. Je les remercie d'être là pour apprendre. Il faut vraiment seulement retenir que la science n'a pas de limite, quoi. Donc, il n'y a pas de frontières. Chacun peut apprendre. L'important, c'est la volonté qu'il faut pour vraiment arriver à cela, quoi. Alors, vraiment, c'est de remercier tout le monde, tout un chacun. Et qu'est-ce qu'il faut dire en plus? C'est que ça, c'est une série de webinaires qui commence. Et je vous ai dit que les prochaines fois, nous ferons intervenir des experts, certains, vraiment des références en matière de dermatologie dans le monde entier. C'est vrai que ce soit en anglais. On va essayer de voir comment faire tout ça pour que ça puisse être traduit en français, pour que tout le monde puisse comprendre. Et j'ai déjà reçu les mails. Je vais vous envoyer, si vous voulez, je vais vous envoyer c'est pas la goutte. Je peux même aussi vous envoyer certains articles, tel que le dernier article qui vient de sortir il y a 2 jours. En tout cas, nous sommes à votre disposition. C'est toute l'équipe qui est là, qui est derrière moi. Je ne suis pas le seul. Il y a moi, il y a Dr Gawara qui est là, il y a Dr Nabi qui est présent dans la salle. Il y a Dr Ibrahima Sakou qui est là, Dr Sa Premier, Dr Gaye, et puis il y a aussi M. Ousmane Silla qui est un entraîneur de basket expert. Donc vraiment, je dis que c'est toute l'équipe qui est là. Et nous remercions aussi l'Université de Conakry qui nous a appuyés de façon institutionnelle et à travers M. le recteur, il faut vraiment le dire, et qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de la science. Et aussi nous remercions la DSI de la bibliothèque de Gamal. Et les prochains webinaires vont être programmés pratiquement dans 2 semaines. Et nous sommes à votre disposition. Ok, d'accord, les images, on me dit aussi les images, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous envoyer les images. Et la prochaine fois qu'on va faire des webinaires, je ferai en sorte qu'au même temps qu'on fait, que le webinaire passe, je vous envoie en même temps les articles et chacun pourra télécharger chez lui. Il n'y a pas de problème pour ça. On pourra le faire. C'était la première fois. Il fallait s'habituer, mais je vois effectivement qu'on peut télécharger les fichiers. Donc, au fur et à mesure, on va télécharger. Au fur et à mesure, on sera performant et vous verrez que ça va évoluer, qu'on n'aura plus besoin de se voir pour apprendre et qu'on peut apprendre même vraiment à distance. Alors, merci à tout le monde. Et vraiment, moi, je suis content. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, il n'y a pas de problème, il peut prendre la parole dans le cas échéant. Vraiment, moi, je vous remercie et merci beaucoup. Grazie mille. Ok, grazie mille. Grazie mille, ça veut dire merci beaucoup, c'est en italien. Ok, grazie mille, Roland et à dopo. Ok, on va finir maintenant le webinaire. Merci. C'est le bénéfice.